Prier comme à l'habituel pour répondre à vos attentes vont donc se décliner comme suit. On parlera encore de l'augmentation du prix de carburant ce soir avec ces mesures d'accompagnement prises en fin de semaine qui rencontrent bien sûr l'obstacle de l'applicabilité sur le terrain. On va essayer d'analyser ensemble comment rendre possible cette augmentation pour le commun des Camerounais qui subit le poids de cette hausse. On reviendra également sur le discours du chef de l'État, cette adresse à l'endroit de la jeunesse camerounaise enregistré samedi le 10, un discours qui fait couler beaucoup d'encre et de salive alors qu'on nous annonce qu'en marge de ce défilé qui s'est tenu le 11 février, on a quand même eu une explosion liée au terrorisme du côté de Kambé avec une perte en vie humaine, un jeune garçon de 15 ans. On aura l'occasion de parler de cette célébration et de tout ce qui l'entoure. Et bien sûr, les éléphants de la Côte d'Ivoire sont sur le toit du continent africain pour une 3e étoile. La Côte d'Ivoire est venue à bout du Nigeria, bien entendu, à la grande surprise de certains, peut-être à la confirmation de d'autres personnes. D'ailleurs, on a eu l'occasion d'en parler sur ce plateau. Un match plus ou moins à la hauteur d'une finale, mais qui s'est soldée par un score de 2-1. On aura l'occasion de revenir sur ce sacre de la Côte d'Ivoire, le 3e de son histoire. Une fois que je l'ai dit, le décor est planté. Installez-vous confortablement. Le temps d'un détour. On dit bonsoir au palais. Toujours beaucoup de bonheur à le réitérer pour tous les téléspectateurs. Le 6 99 13 50 75 par SMS ou par WhatsApp. Vous pouvez bien sûr apporter votre contribution tout au long de cette émission. N'hésitez surtout pas. Et du mieux que nous pourrons, nous rendrons solennel vos réactions. Je rappelle également que notre plateforme Facebook Info TV Cameroun reste disponible pour vous, les amoureux des tabloïds. Peu importe où vous vous trouvez, vous pouvez contribuer. Il y a quelqu'un qui a encore écrit, oui, je réitère, aujourd'hui est férié au Cameroun, mais en principe, non, on ne connaît pas de férié, c'est comme les militaires, c'est comme les militants, chacun choisit, c'est comme les prêtres, les pasteurs et autres, hein, on choisit son couloir et on assume ce que ça implique. Donc, férié ou pas férié, nous sommes là pour échanger avec vous, pour discuter avec vous, bien entendu, des problèmes qui nous concernent. Une fois que je l'ai dit, je vais dire bonsoir à Maï Maï qui est avec nous ce soir. Il est nationaliste ou myobiste, hein, il se revendique, bien entendu. C'est un bonheur de vous accueillir. C'est la première en 2024, donc je vous souhaite également une bonne année 2024. Je souhaite une très merveilleuse année à tous les téléspectateurs que je n'avais pas encore eu l'occasion de rencontrer depuis que l'année a commencé. Et j'ai dit bonsoir à tous mes copanélistes qui sont ici présents, évidemment à la belle et pulpeuse Rosalie. Et j'ai dit vraiment très bonne année. Merci. J'ai dit que pour les enfants qui ont fait leur défilé hier, je pense que j'ai vu des tout petits là qui étaient en train de préparer pour ça pendant une semaine. J'en ai vu qui étaient aux anges hier. J'ai seulement une pensée pour cet enfant qui a été tué hier dans une explosion là-bas au nord-ouest. Et ça, c'est triste pour que le Cameroun peut encore voir de ses enfants, de tout petits enfants, au lieu de festoyer, perdre sa vie comme ça. Quand on perd la vie dans ces conditions-là, c'est vraiment trop emmerdant pour nous autres adultes. Qui faisons nos enfants pour qu'ils nous enterrent. On ne peut pas enterrer les enfants dans ces conditions. 15 ans, je crois que le jeune Chérish Limnouyou, bien entendu, qui fréquentait le GHS Moingri. De ce côté-là, et bien sûr plusieurs élèves également blessés dans cette explosion. On le rappelle quand même, le chef de l'État a fait une sortie pour présenter ses condoléances hein, à ce jeune garçon, à sa famille bien entendu, en appelant une fois de plus à ce retour au calme que nous souhaitons tous. Paix à son âme. Ouais, malheureusement. Un acte odieux. Merci d'être avec nous ce soir. Yaya Boulou également est avec nous. C'est également la première. Je commence par ce que je n'ai pas vu depuis le début de cette année. La première en cette année 2024. Bonne année. Je ne vais pas te dire bonne fête de la jeunesse parce que je ne me suis pas sentie très concernée. Je ne sais pas pour toi. Donc, je préfère te souhaiter une agréable année 2024. Qu'elle soit mieux que celle qui est passée hein, en 2023. Merci beaucoup, Rosalie. Bonne année à toi-même. Bonne année à tous les copanélistes et surtout bonne année aux nombreux auditeurs, aux nombreux téléspectateurs de votre émission.
Pour nous, c'est toujours un plaisir d'être là pour donner notre avis, notre modeste contribution par rapport aux thèmes qui sont mis pour le débat. J'espère que courant 2024, nous serons toujours ensemble pour contribuer à la construction de notre jeune nation. En parlant de jeune nation, le Cameroun, c'est un pays majoritairement jeune. Je crois que c'est vrai, on s'arrête tous les 11 février pour penser à cette jeunesse, pour célébrer cette jeunesse, mais moi je crois qu'il faut pas s'arrêter toujours aux festivités. La célébration de la jeunesse, c'est aussi l'occasion de résoudre les problèmes des jeunes. Bon, je crois qu'on va revenir sur le sujet, mais moi je crois qu'il faut les célébrer. C'est par contre le drame de Kambé qui vient, on va dire un mot dessus à l'entame de cette émission, un contraste énorme entre ce qu'on a appelé célébration avec ces jeunes, comme il le disait, qui marquaient le pied sur le macadam, tout heureux, parce qu'à cet âge-là, on est conscient de rien, on est tout sourire, on est heureux simplement de défiler devant les autorités pour sa nation. Le problème, c'est quand on devient un peu mature et qu'on constate qu'on est mal loti. Hein. À ce niveau-là, on se rappelle le nombre de fois où on a défilé. Ça fait toujours sourire. Jamais défilé, hein. Ah non, j'aimais défiler, surtout qu'on sélectionnait chez nous tous ceux qui avaient de bonnes tenues, bien propres, les boutons rangés, on les sélectionnait pour aller représenter l'établissement. Donc c'était un honneur d'être sélectionné parmi ceux qui devaient défiler. Donc je peux comprendre ces jeunes et c'est malheureux qu'on prive un jeune de ce bonheur-là du côté de Kambé avec cette explosion. Le problème des vieux, pourquoi vous détruisez ces enfants? Ils veulent juste vivre un petit moment de bonheur. C'est assez choquant quand même, hein, qu'on profite d'une fête comme celle-là pour faire exploser des bombes. Bon, pour le moment, on ne sait pas qui a pu causer cet acte odieux. Je crois que les enquêtes sont en cours et nous avons confiance à nos autorités militaires et autres qui vont nous dire peut-être qui sont responsables de cet acte odieux. Mais de toutes les façons, cette jeunesse n'a rien demandé d'autre que d'être heureuse, que d'être bien formé, bien accompagné pour relever le défi de la grandeur, de la construction de la grandeur de notre nation. Donc ceux qui ont commis cet acte, je crois que c'est malheureux, c'est regrettable, c'est monstrueux. Il n'y a pas quelque chose qui puisse justifier qu'on s'attaque aux jeunes le jour de leur fête. Donc je présente mes condoléances à la famille du jeune qui a disparu et à ceux qui sont blessés, prompt rétablissement et beaucoup de vigilance. Beaucoup de vigilance. Il est également avec nous Hubert Paulin-Rétélé, il est entraîneur de football. On va clôturer en beauté cette CAN que nous avons passée ensemble, malgré cette triste note qui est venue un tout petit peu entacher la célébration de la fête de la jeunesse au Cameroun, ce drame de Kambé. Bienvenue. Merci Rosalie, bonsoir aux téléspectateurs, bonsoir aux copanélistes qui sont là. Bien, avant de commencer mon propos, j'adresse mes condoléances à cette famille vraiment éprouvée. Je pense que perdre un enfant de 15 ans dans une famille, c'est pas facile à digérer. Bon, ben, le fait est fait, mais disons simplement que, compte tenu des enquêtes qui ont été mises en place, nous pensons que très rapidement nous aurons le résultat et que ce genre de situation ne puisse plus se reproduire lors d'un événement aussi important. Il faudrait résoudre la crise pour qu'on n'ait plus ce genre d'événement, malheureusement, puisqu'ils vont toujours chercher une occasion festive, une occasion de rassemblement, de mobilisation pour attrister les gens. Donc je suppose que ici, il faille résoudre cette crise, entre guillemets, dite anglophone, pour qu'on sorte de ce genre de problème. Bon, nous l'espérons bien que cette crise sera résolue. Ça et que nous n'aurons plus ce genre de situation. Le révérend Emmanuel Paco est avec nous ce soir. Société civile, syndicaliste, beaucoup de casquettes. Hein? Beaucoup de casquettes. Merci d'être encore avec nous ce soir. Vous avez un fils qui est tombé. Bonsoir Rosalie. Bonsoir à tous les copanistes et à tous nos nombreux téléspectateurs qui nous suivent très régulièrement et fidèlement. Je voudrais dire un bonsoir particulier à ceux que nous appelons affectueusement dans nos rigolades belle famille, c'est-à-dire que notre peuple frère de la Côte d'Ivoire qui a réussi un exploit en rapportant sa canne. Certainement, on y reviendra tout à l'heure.
Lorsque je l'ai dit ainsi, je voudrais, comme mes autres compagnons, m'incliner sur la mémoire de ce jeune enfant, ce jeune petit garçon qui a perdu la vie au moment où il était le plus joyeux, le plus festif, comme tout enfant de son âge, comme nous aussi nous avons fait lorsque nous avions le même âge. On était fiers de marcher, on était fiers de chanter, de scander, n'est-ce pas, la nation et tout. Et on se projetait ainsi dans l'avenir, nous étions rêveurs. Voilà que son rêve lui a été enlevé très tôt. Je ne voudrais pas imaginer la douleur de ses parents, que nous sommes tous d'ailleurs, mais ceux qui sont ses parents génétiques et autres, donc il est difficile, il est malheureux de perdre ainsi un enfant à la fleur de l'âge. Et lorsqu'on pense fête de la jeunesse, une fois de plus, on se reprojette dans cette guerre qui perdure depuis de nombreuses années déjà et qui continue de nous ôter la vie à plusieurs concitoyens. La fête de la jeunesse, justement, nous reprojette à cette union voulue des deux peuples du Cameroun sortant sous la régence française et anglaise, une fois de plus, parce que il faut rentrer dans l'histoire pour se rappeler que c'est également dans cette volonté d'unir, dans cette volonté de fédérer, dans cette volonté de reconstituer l'État du Cameroun, la nation camerounaise qui avait été ainsi divisée. C'est dans cette volonté de redevenir un qu'à un moment donné, on avait projeté également la célébration de la jeunesse, qui était le devenir, qui était l'avenir de cette nation qu'on voulait refonder et ramener à une seule unité nationale, patriotique et autres. Donc, une fois de plus, ça repose le problème de cette unité, ça repose le problème de la constitution de cette nation. Peut-être qu'il va falloir vivement, une fois de plus, se repencher même sur la redéfinition de la nation Cameroun. Pourquoi pas aller plus loin jusqu'à revoir même le texte de base qui nous régit autres. C'est un long processus, mais pour le moment, on va pleurer. Et on va pleurer, et c'est un contraste également avec les images que nous avons vues, qui nous sont venues, nous dit-on, du côté de Bafoussam, où pendant que le petit garçon tombait de l'autre côté, il y avait son frère qui était en train de faire un très beau poème qui était basé justement sur cette cessation d'hostilité, où il fallait déposer les armes, il fallait ramener la paix et que la guerre cesse. Et pendant qu'on était en train de chanter, d'exprimer, de manifester la joie qu'on avait à écouter un enfant de cet âge-là qui est sorti même de son poème pour le porter et exprimer toute l'émotion des mots qu'il prononçait. Et à un moment donné, j'ai eu l'impression, en regardant les images, qu'il a même coulé des larmes à genoux. C'est-à-dire que lui-même, il est entré dans les mots qu'il avait répétés et qu'il était venu prononcer. Donc c'est vraiment cruel, c'est vraiment difficile. Il est une fois de plus nécessaire qu'on fasse tout ce qui est possible pour arrêter ça et qu'on dise, quand ce sera arrêté, plus jamais ça. Voilà, on peut comprendre une douleur qu'a décidé de partager le président de la République. On le sait, il ne sort pas très souvent. Et là, il a fait une sortie sur les réseaux sociaux. Notre président, il tweet aussi. Ouais, c'est agréable quand même de le savoir. Il tweet aussi, il est à l'ère du numérique. Voilà. Je vais dire quand même son message. Alors que la jeunesse camerounaise célébrait le jour qui lui est consacré, des lâches criminels ont posé un acte odieux à Kambé, dans la région du Nord-Ouest. Je condamne fermement cet attentat terroriste. J'adresse mes sincères condoléances à la famille de la jeune Kerish Limnouyou, âgée de 15 ans, élève au GHS Moingri, et souhaite un prompt rétablissement à tous les blessés. Vous le comprenez, le président tout autant touché que beaucoup de Camerounais par cette perte-là. Vous savez, quand on perd un vieux, on peut analyser tout ce qu'on veut, mais quand on perd un jeune, on a tendance à se dire pourquoi. J'espère sincèrement que ceux-là qui continuent d'entretenir ce malaise et cette guerre-là finiront par retrouver un peu d'humanisme et comprendre que ça ne nous sert à rien, tous ces morts. Déjà, l'environnement n'est pas facile, la vie n'est pas facile. S'il faut encore enterrer les gens au milieu d'une telle souffrance, vraiment, nous tous on souffre, vraiment, aidez-nous.
Ça ne peut pas continuer comme ça. Allez, on va rentrer donc dans nos sujets prévus ce jour. On démarre avec notre petit regard, le dernier de cette série que nous avons organisée, bien sûr, l'instant Cannes dans cette émission. Puisque la finale est passée, on va encore jouir de nos transitions. C'est pour la dernière, pour refermer ce voyage que nous avons entamé au début de la Cannes en Côte d'Ivoire. Et bien sûr, on la clôture en beauté. Et juste après la transition, on parle de ce sacre des éléphants de la Côte d'Ivoire. Voilà, tous on a suivi, hein. J'ai terminé avec vous, j'ai démarré avec vous, on a suivi cette rencontre de bout en bout pour certains, mais j'ai constaté qu'elle est super égale, ça avait beaucoup de supporters quand même au Cameroun, et lorsque tu te retrouvais dans ce genre d'endroit, on te demandait c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Et du coup, à la fin, tu imagines que les célébrations n'étaient pas très nombreux à sourire. Je pense qu'ils allaient quand même sur un pied d'égalité en termes de stats. 6 affrontements, on en était à 3-3. Il fallait être magicien, celui qui devait prévoir que c'était la Côte d'Ivoire ou le Nigeria. D'ailleurs, je connais un grand entraîneur qui s'est trompé, Mourinho, qui a dit que c'est le Nigeria qui devait remporter cette CAN. Et tu comprends donc que le sacre des éléphants, c'est une surprise pour beaucoup de personnes dans le monde quand on regarde leur trajectoire qui est un tout petit peu atypique quand même. Rosalie, pour dire vrai, lorsque la Côte d'Ivoire est arrivée en demi-finale, ne serait-ce que pour le plaisir de la rigolade aussi, comme je disais tout à l'heure, vu les petites tics que nous faisons de part et d'autre, nous avons à un moment donné souhaité, entre guillemets comme ça, que la Côte d'Ivoire soit éliminée parce qu'on avait le sentiment fort que une fois la demi-finale traversée, la Côte d'Ivoire allait prendre sa coupe et on allait en avoir plein la face sur les réseaux sociaux et autres. Bon, c'est très amusant, ça nous fait rigoler, ça nous amuse, ça fait plaisir, mais en réalité, il faut reconnaître que la Côte d'Ivoire a réussi un exploit. Un exploit parce que une nation dernière qualifiée, repêchée à 3 points. D'ailleurs, nous avons tous vu le peuple pleurer, rejeter l'équipe nationale, en vouloir aux joueurs, casser 2 bus. Je pense même que le chef de l'État avait prononcé même une allocution parce que pour eux c'était fini, le tournoi s'était arrêté. Et puis, paf, subitement, grâce au Maroc, la Côte d'Ivoire est qualifiée. Un coup de main qui a été une grâce pour eux, parce que je crois que on a vu une nouvelle Côte d'Ivoire. On a vu toute une autre Côte d'Ivoire. Et on ne pourrait pas parler de cette réussite. Ils ont viré leur entraîneur. Cela, j'allais venir. On ne pourrait pas parler de cette réussite sans parler également de celui qui a conduit cette équipe. Parce que le coach principal a quitté la BAC juste après le premier tour. Et son adjoint qui a dû reprendre la main, je crois qu'il a eu une belle inspiration, il a eu un coup de génie. Et il a certainement trouvé l'expression qu'il fallait, la motivation qu'il fallait. Mais je crois que tous ensemble, ils l'ont trouvé. Parce qu'après avoir pris une déculottée de 4-0 chez soi, d'ailleurs, j'ai l'impression, si je me trompe, que c'est le score le plus lourd de ce tournoi. Il n'y a pas eu un score pareil, 4 buts à 0. C'était une humiliation. Alors, lorsqu'on est tombé si bas et qu'on a été ainsi humilié, qu'est-ce qu'on a encore à perdre? Donc là, vraiment, c'était une équipe qui jouait le va-tout, qui n'avait plus rien à perdre parce qu'elle avait déjà perdu. Donc, tout ce qu'elle avait encore à perdre, c'était simplement de gagner. Donc, il fallait donner tout ce qu'on avait, et chaque fois qu'on traversait une étape, c'était du plaisir, c'était une nouvelle finale qu'il fallait affronter. Et puis, il faut dire que le Seigneur a été également avec eux, parce qu'ils ont joué également de beaucoup de chance. Ils ont rencontré des équipes qui n'étaient pas des petites équipes. Et voilà, ils sont arrivés en finale, et c'est la joie de tout un peuple d'avoir organisé un tournoi et de l'avoir gardé, de l'avoir remporté. 40 ans après, ils ont levé le trophée. Je crois que c'est le 3e de leur histoire. Et ils sont à égalité, ils ont mal le Nigeria qu'ils ont rencontré en finale.
Bon, le Cameroun demeure encore au-dessus, nous avons 5 étoiles. Écoutez-les ronronner, c'est frapper la main sur la poitrine. Vous n'arrêterez jamais. Hein. Même dans la victoire de l'autre, vous voulez jouer d'un petit bout. Nous avons 5 étoiles. Donc, nous demeurons les aînés, nous demeurons les grands frères. Paul, après 92 et 2015, si j'ai bonne mémoire, la Côte d'Ivoire revient sur le toit du continent africain. Une équipe qui a mal démarré, mais qui finit bien. Comme quoi, c'est la course des enfants qui se déroule le matin. Ils ont fait la course des vieux. Parti clopi-clopant, ils finissent par s'installer sur le toit du continent avec des équipes, des belles équipes qu'on avait de ce côté-là. Il faut dire que la compétition était relevée quand même cette année. Il fallait allier chance, peut-être audace, parce que moi je crois à un moment donné qu'ils ont été très audacieux par rapport à d'autres pour en arriver là. Je n'ai pas reconnu le Nigeria au cours de cette finale. Je ne les connaissais pas. Même les enjambées aux Osimhen, on n'a pas vu. J'ai cru qu'on avait paralysé, parce qu'on ne les a pas attachés dans Ou bien quand on dit chez nous, là, ils n'ont pas placé le match. Rosalie, je vais faire une lecture froide de la situation, parce que beaucoup de gens sont surpris du sacre de la Côte d'Ivoire. Mais moi, personnellement, en tant que technicien, je ne suis pas surpris. Vous l'avez d'ailleurs dit sur mon plateau. Je l'ai dit. Pourquoi? Parce que les joueurs qui ont gagné la Coupe hier, ce sont les joueurs qui étaient dans cette équipe. On n'a pas ramené d'autres joueurs ailleurs. Il y avait juste un problème de management, de timing, n'est-ce pas, au sein de cette équipe-là. Dès que le problème du staff technique a été réglé, je pense que la Côte d'Ivoire a retrouvé, n'est-ce pas, sa vitesse de croisière. Donc pour ma part, moi je pense que, tel que le copanéliste disait là tout à l'heure, la Côte d'Ivoire a rencontré des grands clubs pour arriver à ce niveau. Et puis, il faut dire que le sort aussi, la chance aussi a joué de son côté. Parce qu'à un moment donné, on avait l'impression qu'ils étaient vraiment foutus. Mais avec ce repêchage de la 4e place, a fait en sorte que la Côte d'Ivoire prenne vie. Et moi, je pense que c'est une leçon pour les équipes africaines. Avec un 12e joueur très très présent. Très présent. Un 12e joueur qui a véritablement joué son rôle, ce qui manque souvent à beaucoup d'équipes comme celle du Cameroun. Un vrai 12e joueur. Vous savez, après le déculotté de la Côte d'Ivoire contre la Guinée équatoriale, on a pensé qu'il y avait une rupture entre le 12e joueur et leur équipe. Bon, maintenant... Très rapidement, les choses se sont remises en place. Et je pense que le résultat, on l'a eu. Ils ont stimulé aussi ce public qui était très déçu. Tout à fait. Je pense que ça a aussi dû les booster un peu. Et dit, gars, le gars, ils ont cassé 2 bus rien que pour l'élimination. Si on nous frappe encore ici, ils vont détruire le pays. Voilà. Donc, ils se sont chargés à bloc et le résultat, il est là. Parlant du Nigeria, dont vous avez été déçus, moi je pense que le Nigeria a trop donné pendant les matchs de poule. Ils ont trop donné et arrivé en match éliminatoire, le Nigeria était complètement essoufflé. En l'occurrence Osimhen qui a tout donné à cette période-là. Si vous avez bien regardé le match des demi-finales, vous avez constaté que le Nigeria à ce niveau était déjà essoufflé. Parce qu'ils sont qualifiés difficilement. Et pour la première fois pendant ce tournoi, on a vu Osimhen être remplacé en demi-finale, à la deuxième partie des prolongations. Et maintenant, jusqu'à hier, Osimhen, je ne pense pas qu'il a pu même récupérer, parce qu'il a fini le match. À un moment donné, il voulait même sortir. C'est l'entraîneur qui lui a demandé de repartir, parce que physiquement, il était à plat. Tous les Nigérians étaient à plat pendant ce match. Donc moi, je pense que la Côte d'Ivoire a suggéré ses énergies, parce que le nouveau staff qui a été mis en place a, n'est-ce pas, redonné confiance aux joueurs qui étaient au banc de touche, et ces joueurs ont redonné un souffle nouveau aux éléphants, et je pense que ça a beaucoup joué en leur faveur pendant cette finale. Heureusement pour eux, ils avaient même des joueurs sur le banc de touche. Parce que ils avaient même de la qualité au niveau du banc de touche. Si vous avez des blessés, des non-partants, des demoiselles, ça peut être compliqué de rattraper, même si on vous donne la même chance. Ils avaient un bon banc de touche, ça je suis d'accord avec vous. Et la preuve, ils ont totalement modifié le classement qui était en début de compétition. Et on a vu ce qu'ils appelaient des vieux, entre guillemets,
qui sont venus donner cette finale à la Côte d'Ivoire. Donc il faut dire qu'on ne jette pas un vieux quand on n'est pas totalement sûr des jeunes qu'on essaie de mettre sur le terrain. Parce que l'autre entraîneur a misé sur la jeunesse. Et celui-ci est venu faire un bon mixage de jeunes et de vieux. Et le résultat a été magnifique. La Côte d'Ivoire est sur le toit du continent. Je pense que c'est mérité d'une certaine manière. Ils ont été l'équipe qui en a voulu. Ils ont voulu cette coupe. Ils sont allés la chercher. Je pense que certains ont joué de suffisance. Parce qu'ils avaient beaucoup de sacs où ils étaient champions, je pense au Sénégal, qui étaient déjà champions et qui arrivaient dans cette compétition en étant champions dans la tête. Je pense à l'Égypte qui avait 7 étoiles et qui était convaincu de pouvoir marcher sur tout le continent. Je pense au Cameroun qui avait le gros nom de lion indomptable et qui malheureusement est devenu un chat indomptable. Je pense à qui aussi? Au Maroc, qui est leader de la zone maghrébine sur le continent. Qui a été expulsé. Oui, qui encore? Non, je voulais juste te dire, Rosalie, pendant que tu penses à tous ces gens-là, moi je pense également au banc de touche. Parce qu'une fois de plus, voilà déjà au moins 3 compétitions successives de la CAN où les coachs africains démontrent qu'ils ont de la valeur. Oui. Et les équipes qui remportent les tournois sont coachées par des Africains. Donc, une fois de plus, c'est pour rappeler que effectivement, on veut les locaux. On veut les locaux, il faut leur donner l'occasion de s'exprimer, mais il faut avoir également la froideur de choisir la compétence. Voilà. Il faut arrêter de faire avec les amitiés, avec le parrainage et autres. Il faut mettre ceux qui ont la compétence à la place qu'il faut pour qu'ils donnent ce qu'on attend d'eux. Et une fois de plus, on va pouvoir continuer à valoriser comme ça, n'est-ce pas, les capacités de nos frères et sœurs. Voilà déjà, je crois, 3 trophées consécutifs qui sont remportés par des Africains au bas de touche. Voilà, comme tu as dit, qu'on apprenne à mettre chacun là où il doit être. Parce qu'on a ce sérieux problème chez nous en Afrique. Les copinages, les familles, les amitiés, ça ne nous aide pas. Et parfois, le boulot n'avance pas. La preuve, nous sommes devenus des chats domptables. Alors, Yaya, la Côte d'Ivoire, champion d'Afrique. C'est bizarre, ça ne me pince même pas le cœur. Pourtant, ils sont en train de nous engueuler sur les réseaux sociaux depuis. Non, la Côte d'Ivoire... Depuis dimanche, ils ne lâchent pas. La Côte d'Ivoire a mérité parce que quand vous voyez le parcours de la Côte d'Ivoire, ça se résume en une chose. Quand on veut, on peut. Et quand on peut, on se donne les moyens donc, de sa réussite. Voilà, la Côte d'Ivoire a été balayée complètement au début de la compétition. Bon, parce que le premier match, c'était pas, ils ne jouaient pas contre une grosse poutre. Au deuxième match, ils sont tombés face au même Nigeria. Au troisième match, alors, ils ont été complètement balayés par les Guinéens, les Équato-Guinéens. Donc, ils ont eu le courage de réajuster leur management. Et c'est là aussi que, c'est aussi là la clé de leur réussite. C'est-à-dire que quand ça ne va pas, il ne faut pas contourner le problème pour finir par le détourner. Il faut faire face au problème et il faut résoudre. La Côte d'Ivoire a résolu ce problème de management. Parce qu'on dit sans maîtrise, la puissance n'est rien. La preuve que la Côte d'Ivoire n'aurait pas pu être balayée au premier tour de cette façon si l'équipe était bien managée par le staff technique et autres. La Côte d'Ivoire donc réagissait son management et voici le résultat. Donc ça me donne une pirouette pour parler du continent. Vous ne pouvez pas échapper. Entre guillemets. Parce que voilà, au continent, un coach vous dit que il vous dit d'abord même qu'il est sélectionneur, mais il n'est pas entraîneur. Je crois qu'il y a un coach ici qui va nous expliquer la différence entre un sélectionneur et un entraîneur. Mais de toutes les équipes nationales que j'ai vues, je n'ai jamais vu une équipe nationale où on vous dit que celui-ci, il est manager, l'autre est coach. On parle toujours de sélectionneur, manager. Je pense que c'est comme ça. Non, donc, pas toujours. Voilà, au continent, on vous dit qu'on est sélectionneur, on n'est pas entraîneur parce qu'on n'entraîne pas l'équipe nationale. Ok. Après le premier match, lors de la préparation du deuxième match, c'est lui qui s'est dit sélectionneur, mais sans être entraîneur, vous dit que cette fois-ci, je vais mettre les joueurs à leur poste. Vous voyez. Au troisième match, il vous dit non, on est en train d'apprendre. Voilà de l'autre côté un entraîneur qui prend l'équipe en 8e de finale. Je ne sais pas si lui l'apprenait à coacher la nuit, je ne sais pas où il a appris. Mais il a pris l'équipe en 8e de finale pendant une compétition. Il a joué 4 matchs, il est devenu champion d'Afrique. De l'autre côté, vous avez quelqu'un qui a déjà fait plus de 30 matchs, il vous dit qu'il apprend. Donc vous voyez. Donc moi je dis que tout se joue
sur le plan du management et de la volonté. La preuve, la Côte d'Ivoire avait beaucoup de ressources. La Côte d'Ivoire a réajusté son management pendant le parcours et ça a été efficace parce qu'on ne pouvait pas être balayé, on ne pouvait pas tomber comme la Côte d'Ivoire est tombée au premier tour là. Mais ils ont eu la chance, ils se sont qualifiés et ils ont montré qu'ils voulaient et ils ont réussi. Ils étaient accompagnés par leur public et par leur autorité. Et puis chez nous, je crois que nous créons même souvent des problèmes même inutiles. C'est-à-dire que le président de la fédération a fait ceci, le président de la fédération a fait cela. Est-ce que vous connaissez le nom du président de la fédération de la FIF, la fédération ivoirienne de football? Vous connaissez son nom? Il n'a fait que 20 mois à la tête de la fédération, après une normalisation. Même hier, c'est-à-dire que parmi les gens qui fêtaient là, on vous dit où est le président de la fédé, vous ne le verrez pas. Mais chez nous, on a cette capacité à nous créer des problèmes même inutiles. L'affaire dans l'affaire, on vous dit, ben, on est rentré de la CAN, au lieu de nous faire le bilan, bon, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qu'on va faire, est-ce qu'on garde le coach, est-ce qu'on va en fait trouver un entraîneur, sélectionneur, est-ce qu'on ne fait pas des bilans? On vous dit qu'on démissionne et que les autres vous disent on ne démissionne pas. C'est-à-dire qu'on est réparti avec le même mal et on va espérer avoir des résultats. Bon, je crois que le président de la République a dit qu'il a donné des instructions au ministre des Sports pour essayer de voir comment on va exiger des comptes parce que c'est l'argent public qui est injecté. Et à un moment, il faut qu'on exige des comptes. Si ça ne va pas, on doit réajuster. Donc, pour revenir sur les Ivoiriens et pour conclure sur cette première prise de parole, moi je suis fier de ce que la Côte d'Ivoire a fait pendant cette compétition. C'est une façon de nous dire que quand on veut, on peut, et quand on peut, on se donne les moyens, on réussit. Ce n'est pas sorcellerie. Et la Côte d'Ivoire a aussi réussi sur le plan de l'organisation. Ça aussi, il faut le dire. Les infrastructures, la gestion des déplacements, tout, en fait, c'est une réussite totale. Félicitations à la Côte d'Ivoire. C'est un bon modèle qu'il faut copier et rééditer pour réussir. En tout cas, Hermès Faye, l'entraîneur second, qui est devenu entraîneur principal pour la première fois, a prouvé quand même qu'on peut avoir sur le banc de touche de très bonnes personnes qui sont parfois étouffées par celles qui sont au devant, qui ne permettent pas aux gens de s'exprimer. Maï, parce que là, il a prouvé peut-être que les sorciers blancs n'étaient pas la solution, parce qu'on a enlevé le sorcier blanc, on a laissé le fragile second, qui finalement a trouvé les mots qu'il fallait. Peut-être qu'il a parlé en langue à cette équipe, mais il a trouvé les mots qu'il fallait. Et les gars se sont transformés. Ils sont devenus de véritables lions sur la pelouse avec des envolées incroyables. On avait du mal à comparer l'équipe du départ de la compétition à cette équipe qui finit la compétition et qui était debout comme si elle se droguait. C'était compliqué. Mais toujours est-il que c'est la première fois qu'on a une équipe qui organise une CAN et qui remporte sa propre CAN. Non, plusieurs fois. L'Égypte l'a fait en 2006, la Tunisie, non, plusieurs fois. L'Égypte l'a fait en 2006, la Tunisie en 2000, aussi? Oui, en 2004. L'Égypte avait encore fait cela plusieurs fois. Ça, c'est les affaires quand ils jouaient à 4. Moi, je ne compte pas quand la CAN était 3 personnes, 4 personnes. Bon, disons que c'est parce deux dernières décennies. Parce qu'ils n'avaient pas le choix. Voilà, Où on jouait ici, où on jouait. Moi, je dis depuis que la CAN est 4. L'Afrique du Sud a gagné en 96. C'est pour ça, c'est comme ça que je compte. Moi, je ne compte pas les compétitions quand les gens jouaient en famille. Là. On avait 4 équipes sur les mêmes terrains tout le temps, donc c'était logique. Moi, je parle quand la compétition a pris véritablement sa valeur. C'est la deuxième fois qu'on a véritablement une équipe qui organise et qui remporte son trophée à domicile. Donc, c'est également un exploit que vient d'accomplir la Côte d'Ivoire, Maï. Ouais, moi, je ne suis pas content. Hein. Mais ça, tout le monde se porte le moi, je suis mécontent. Je suis mécontent. Je ne voulais pas que Ouattara se bombe le torse de toucher un trophée de Coupe d'Afrique. Lui qui a marché sur les cadavres des Ivoiriens pour accéder au pouvoir. Je n'aurais pas voulu qu'il touche à ce trophée-là. Donc, je ne suis pas content. Je ne suis pas content du tout. Je dis, c'est bien fait pour Dominique, la première dame, parce qu'elle croyait que son cousin va conduire l'équipe de la Côte d'Ivoire jusqu'à ce que la Côte d'Ivoire puisse prendre le trophée. C'est bien fait pour elle. Elle n'a pas pu atteindre son objectif. Et maintenant, par rapport à ce qui s'est passé hier, ma seule satisfaction est que le jeune coach ivoirien a réussi à briser le carcan de la France qui entaille le coup de la Côte d'Ivoire depuis très longtemps.
À partir de lui, je pense que les Ivoiriens ont compris par là que on peut faire sans la France. Hein? Et les Ivoiriens doivent apprendre à faire sans la France. Donc, on ne peut pas gagner une compétition à tout prix parce qu'on a un entraîneur français qui est le beau-frère de l'autre. Hein? Et maintenant, voilà que une fois que le beau-frère a été congédié, le frère du village qui a été là pour manger le caddie, parce que moi, ce que j'ai vu dans cette affaire hier, c'est qu'en réalité, la symbiose culturelle qui existe entre le coach et ses joueurs, cette symbiose n'existait pas quand la peau était blanche. Parce que nous avons quand même nos rites, notre culte, nous avons notre façon de régir certaines... Dans le Ngrimba est passé. Pourquoi vous appelez ça le Ngrimba? Oui, mais c'est chacun peut apprécier comme c'est notre orgueil de Kamit, c'est notre orgueil africain. C'est notre civilisation, c'est notre religion africaine de passer par ces rites-là pour atteindre des objectifs. Donc ça a marché, quoi. Oui, ça a marché. Parce que toutes les fois que la peau blanche n'était pas là, les rituels vont plus facilement et plus calmement. Et ça donne des résultats. Et voilà que ça a donné des résultats. Et la Côte d'Ivoire, aujourd'hui, est content. Même si moi, je suis mécontent, parce que je vois que Ouattara, il va faire la fête. Bon, ben, ma foi, pour les autres Ivoiriens, c'est une très belle fête pour eux. Ça a été une belle coupe, des infrastructures qui ne sont pas passées par... vous avez appelé ça quoi la dernière fois? Il y avait des... Au Cameroun, là, on avait... Non, pas Kangé. Il y avait une affaire autour des infrastructures, là, et tout ça. Je ne regarde même pas souvent vos choses du Cameroun, là. Bon, de toute façon, on a vu... Ok, c'est vous qui avez dit le mot. On a vu de beaux boulevards, on a vu de bonnes infrastructures, on n'a pas vu de task force là-dedans, on n'a pas vu des stades tirés par les cheveux, on a vu des stades qui sont pas automatiquement trop grandioses, mais qui sont beaux, qui sont bien faits. Bon, pour cela dessus, je tire le chapeau au Premier ministre ivoirien et à son ministre des Sports. Hein, ils ont fait de bons boulot là-dessus. Et je dis que les Français en Côte d'Ivoire comprennent que les Ivoiriens peuvent faire sans eux. Et mieux que quand ils sont là. D'accord. Donc vraiment qu'ils commencent à faire leur bagage pour s'en aller pour toujours. Je crois que le sport leur a donné la belle leçon de vie. D'accord. Voilà. Est-ce que vous vouliez rajouter, Hubert? Oui, moi, je voudrais m'inscrire en faux dans le déroulé qui vient d'être fait là, parce que nous sommes dans le football. Hein. On n'est pas là dans la politique, pour le moment. Hein. En tout cas, pour ce thème que nous développons, pour parler des Français et ainsi de suite. Moi, je crois que la Côte d'Ivoire a eu un problème. L'entraîneur ivoirien... Mais moi, j'ai parlé de coach français. Hein. L'entraîneur ivoirien, dès le départ, qui a sélectionné ses joueurs, c'est-à-dire que l'entraîneur blanc qui a sélectionné les joueurs a fait une très bonne sélection en Côte d'Ivoire, ça il faut le dire. Ça, j'ai dit d'entrée de jeu là que le Faye, qui a continué la compétition, n'a pas pris des joueurs ailleurs. Il a pris les joueurs que le coach français avait sélectionnés. C'est-à-dire que... Avec son assistant, bien sûr. Ils avaient fait ensemble. Ça veut dire même qu'au départ, il y a eu un travail de collégialité qui s'est effectué. Parce que si ça n'avait pas été le cas, Faye allait avoir des difficultés énormes pour n'est-ce pas, aligner les joueurs, les anciens. Le malheur a voulu que le coach français se mette sur lui, ses anciens joueurs, qu'il a mis au banc de touche. Et peut-être qu'il n'a pas su, n'est-ce pas, parler à ses joueurs. Hein, en les mettant au banc de touche. Moi, je crois que le problème s'est situé au niveau du management qui n'a pas permis, n'est-ce pas, au coach qui peut-être voulait révolutionner l'équipe. Il n'a pas eu le temps peut-être de le faire. Maintenant, lorsque il y a donc eu cette crise, cette défaite, hein, cette humiliation de la Guinée équatoriale contre les éléphants, tout de suite,
la Fédération ivoirienne de football a réagi en réajustant. Il y a même eu des tractations. Parce que moi, je voudrais rappeler à M. Maï que si le coach actuel de l'équipe nationale féminine de France avait accepté, je pense que c'est lui qui aurait continué la compétition. Il est français, il est blanc. Donc, c'est parce qu'il était engagé avec l'équipe nationale féminine française que jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, il n'a pas pu accepter l'offre qu'il lui avait On va donc dire Dieu merci. Bon. On a eu l'occasion de voir Hermès Faye à l'œuvre. Bon. Pourtant, il était à l'abandon sur ce banc de touche depuis. Oui, voilà. Je crois qu'ils n'auront plus besoin d'aller chercher un sorcier blanc. Bien sûr. Qui le garde simplement à sa place et qui lui donne le salaire qu'il donnait à l'autre. Hein, parce que c'est net là-bas qu'on a souvent les problèmes avec nos changements. Là. Quand on prend un local, on a tendance à couper le salaire en 10 pour lui donner. Pourtant, on a besoin qu'il ait la même autorité devant les joueurs et c'est souvent compliqué. Non, mais je voudrais en même temps féliciter le coach ivoirien qui, des mains de maître également, hein, a continué le travail jusqu'au bout. Il allait jusqu'au bout. Et parlant de coaching, justement, il y a un contraste qu'il faut relever. C'est-à-dire que la sélection a été faite par celui qu'on a démis avec l'assistant de celui qui l'a remplacé. Il y a des joueurs dont la sélection a été contestée. Et ce sont ces joueurs dont la sélection a été contestée qui ont porté l'équipe par la suite, avec la confiance du nouveau coach. C'est eux qui ont porté l'équipe et finalement c'est eux que le peuple a adulé alors qu'on a contesté leur sélection. On est ouvert vieux. C'est ça pas un problème, on a avec les vieilles personnes. On dit toujours qu'on est vieux, il faut laisser, vous êtes vieux. Et c'est bizarre parce qu'après c'est les vieux qui viennent faire le boulot. Non, cette jeunesse, on va parler du discours du président tout à l'heure. Laissez-moi dire quelques messages. Bonsoir le panel, depuis quand y a-t-il eu un résultat dans une enquête au Cameroun? Ah, il revient sur votre réaction tout à l'heure, vous attendiez l'enquête pour l'explosion du Kambé. C'est Christian qui nous écrit depuis Libreville au Gabon. Voilà pour poser cette question. Massok Thomas, waouh! Coiffu, on dirait rentrer il y a quelques heures de l'Afrique du Sud. Maï de retour en ce début d'année avec son crabe divisé à me donner des migraines. Ouais, pas Podol. Bello du PCRN à vivre misère et malheur du fait des alliances précaires ou pas qu'on a. Voudrait voir le mouton décapité et cuisiné avec de bons condiments chez pas à Tanga pour une dégustation électoraliste. Pauvre jeunesse à vivre misère et malheur dans le continent au Sombok. Le coach Tron Hubert qui ne va pas se sentir muselé, c'est de ça qu'il s'agit. Le révérend Paco qui pourrait exorciser les terroristes sans oublier la mama dans une jouissance festive du ballon rond à revenir le plus tôt dans le continent. Minalmi, regard teinté de tristesse pour moi hier dans la nuit. Je dis bravo à la belle famille qui a su manifester le sens du travail et de la foi face à une équipe du Nigeria timorée, incapable de poser ce bloc soudé défensif, un milieu tatillon comme celui du continent, et mon fils Osimhen ne sachant où mettre la tête. Malheureusement, le Nigeria, 4 décennies plus tard, vit la même série noire. Massok Thomas qui nous écrit. Bonsoir madame et à votre panel. Concernant la victoire des éléphants de la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN, je retiendrai 2 leçons, à savoir le professionnalisme et le patriotisme au niveau de la gestion de la fédération et de l'équipe nationale. Madame, dites-moi s'il vous plaît, comment s'appelle le président de la fédération ivoirienne de football? Voilà un monsieur qui est resté calme de bout en bout dans son coin, concentré essentiellement sur son travail. Que dire du coach à qui il a juste suffi de 2 semaines pour transformer son équipe et aller remporter ce trophée? Or, ici chez nous, c'est trop de bruit à la fédération, trop de tergiversations du staff technique à qui au Cameroun, certains turiféraires demandent qu'on donne encore du temps pour aller gagner le ciel, peut-être. Constant, pour aller peut-être gagner le ciel. Constant Ambela qui nous écrit: bonsoir à vous sur le plateau. Parler d'une fête de la jeunesse aujourd'hui fait pitié, car tout est fait au Cameroun dans le but d'écarter les jeunes et les mettre non pas au second plan, mais à une inexistence. Les yeux ont tout confisqué dans ce pays et ce sont eux, les grands bandits de la fortune publique, qui n'ont pas d'intégrité aux jeunes. Arrêtons ces moqueries chez on Cameroun Leaders. Simo depuis Soa. Ah, Rosalie, je t'arrête à la tête.
Bonsoir à tous. Combien de condoléances du chef de l'État faudrait-il pour que ce problème trouve solution? Bravo à la Côte d'Ivoire qui a fait preuve de courage et qui a appris de sa mauvaise prestation du premier tour. Vivement que le Cameroun apprenne qu'on n'a pas besoin de 10 ans au banc de touche pour donner le résultat à l'équipe nationale. Le bon management se voit même si on ne gagne pas. C'est Achille depuis Fumbot. Autre réaction, bonsoir. Moi, j'ai parié la Côte d'Ivoire. La jalousie des Camerounais est nulle. J'ai été surpris du bois dans toute la ville de Yaoundé suite au but des Nigérians. Autre chose, voilà un entraîneur qui gagne la coupe en 24 jours. Messon et Eto'o sont en reconstruction depuis 2 ans et ils en veulent encore 2 de plus. C'est François qui nous écrit. Bonsoir Rosalie, à ton riche panel. La Côte d'Ivoire nous donne de très grandes leçons. Les joueurs déterminés jusqu'au bout, un coach pertinent dans ses choix, les autorités qui savent jouer chacune sa partition et pour finir, un prestigieux trophée gagné à domicile. Sacré éléphant de la Côte d'Ivoire. Victoire amplement méritée. C'est Ernest Zambo, journaliste événementialiste depuis Etam Bafia et fidèle téléspectateur du Grand Soir. Bonsoir, oui, bonsoir. Bonsoir. On repart en Côte d'Ivoire. Bonsoir ma bien-aimée Rosalie. Je l'écris souvent de fois que la Côte d'Ivoire est en avance sur le Cameroun dans beaucoup de domaines. Ma bien-aimée Rosalie, une présentatrice très talentueuse comme toi en Côte d'Ivoire a forcément un véhicule de fonction et un salaire d'au moins 1 million. Ma bien-aimée Rosalie, la Côte d'Ivoire nous donne une leçon d'amour du prochain, de la volonté de bien vivre. Une hirondelle ne fait pas le printemps. Au lieu d'aider Eto'o à réussir pour que quelqu'un d'autre prenne sa place, au Cameroun, on préfère le lynchage, la méchanceté, la haine. Si le Cameroun chasse Eto'o, le Cameroun aura au moins 10 à 15 ans d'échec. Ma bien-aimée Rosalie, quels sont les bons joueurs dont dispose le Cameroun pour espérer gagner la CAN 2023? Ce n'est pas une question de management, mais de qualité de joueurs aussi. En 2000, les Lions ont failli ne pas jouer la finale des Jeux Olympiques parce que les joueurs n'avaient perçu que 55 000 francs. Ma bien-aimée Rosalie, si on amène un nouveau manager à Info TV, avec les coupures intempestives d'électricité, le groupe électrogène hors service, comment pourra-t-il augmenter les salaires dans un environnement de rareté des recettes publicitaires? Faux, le militant de l'UPC arrête sa haine. Sa méchanceté. Ouattara est à sa 3e médaille pour 4 finales. Les Français ne sont pas les ennemis de qui que ce soit. C'est pathétique de penser ainsi. C'est M. Itoundi qui nous écrit depuis la Côte d'Ivoire. Bonsoir Rosalie, bonsoir le panel, bonsoir les millions de téléspectateurs d'Info TV. Vos analyses sont professionnelles. Malheureusement, vous oubliez ce qui compte le plus au continent. Toujours la négation dans nos débats. Quand l'autre Français a gagné en 2015 avec cette même Côte d'Ivoire, la fausse analyse de M. Maï était cachée. La Côte d'Ivoire a un peuple qui était derrière l'équipe. C'est cette symbiose qui a manqué. Le Hem les s'appelle ailleurs. Le karma a tué le continent. Laissons les Français dans le maître du Hemley qui n'est pas français. Attends, je comprends pas. Quand le maître du Hemley qui n'est pas français échoue avec les Lions indomptables, vous voulez quoi? Jolie Minko qui nous écrit. Bonsoir Rosalie et bonne émission. À ce monsieur qui critique son Bahanak, peux-tu nous dire dans quel domaine il excelle et qu'a-t-il déjà fait en dehors de brailler sur les plateaux de télé? Il apprécie maintenant les discours de Biya. Est-ce le seul domaine au Cameroun qui marche mal au point de demander les réajustements? Qu'en est-il des autres? Cédric depuis Soa. On doit bien commencer quelque part. Hein? Tu dis que c'est le thème, on parlait du thème. On va parler d'autres thèmes aussi. Si on parle d'un sujet qui peut blesser, malheureusement, vous serez blessé. Parce que Rigo a joué avec le cœur des Camerounais, souffrait qu'on le lui dise. Maintenant, on ne va pas prendre le fusil pour tirer non plus sur la tempe de Rigobert Sombahanak. C'est un Camerounais. On est pour un entraîneur camerounais, mais qui choisit ce qu'il est finalement. Il a dit qu'il n'est pas entraîneur, il est sélectionneur manager. Quand on trouve un entraîneur, voilà. C'est aussi facile. Moi, je ne comprends même pas pourquoi on fait le débat. Il a dit qu'il n'est pas entraîneur. Qu'on trouve un entraîneur camerounais, qu'on mette à côté de Rigobert qui est sélectionneur manager. Voilà. Et le problème est résolu. Voilà. Sinon, arrêtez de jouer avec les esprits des Camerounais. Il n'est pas entraîné, il est entraîneur. Ça serait une innovation camerounaise. Voilà. Non, nous, on crée toujours. C'est le continent. On a le boulevard, on a les axes lourds chez nous. Donc, que Samuel Eto'o nous limons, ces playboys qui sont à la tête de notre équipe afin de pouvoir renouer avec les victoires. Gauthier depuis Mendon. Tu vas aussi t'en prendre à Gauthier? Vous n'allez pas museler tout le monde, hein? C'est pas bon, c'est pas bon. Les Camerounais ont le droit de s'exprimer. Maintenant, prenez ce qui est bon dedans,
réajuster pour le bien du pays. Cherchez pas toujours à vous dire non, quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, c'est qu'on est méchant, c'est qu'on veut tuer, c'est qu'on veut... Non. Écoutez la vérité et ajustez ce qu'il faut ajuster. On est trop dans l'amateurisme. Le coach nous avait dit qu'il avait sélectionné 27 bons joueurs. Et Après, on a que eu tous des étaient blessés. prêts à jouer. Mais il n'a pas joué. Mais avec on n'a qui? pas vu 15 joueurs qui ont joué Voilà, par exemple. sur 27. On n'avait pas une ligne d'attaque. Tous étaient blessés. Bonsoir madame, dites à monsieur Maï de s'occuper de son pays qui va à volo. Il faut que les Camerounais apprennent à se décomplexer. Tous les vols qui ont lieu chez nous là, ce ne sont pas les faits de la France. C'est Paul depuis Abidjan en Côte d'Ivoire qui nous écrit. Bonsoir madame Rosalie et à tout ton panel. La victoire de la Côte d'Ivoire nous permet de comprendre que les jeunes à travers le management nouveau conduit au développement. Hilaire de Niga qui nous écrit. Bonsoir à monsieur Toulépi qui nous suit ce soir sous le ciel du Yaoundé. Très jolie ma Rosalie des roses, très jolie coiffure au style naturel et des jolies perles qui ne ressemblent pas à ceux des Ambolarissa. Bon bonsoir à Yaya Bello et au doyen Oumniobiste Maï Maï. Bravo aux éléphants champions d'Afrique. C'est l'Afrique qui gagne. Ah là là. Je savais, hein, depuis que je suis sortie de ce salon de coiffure, tout le monde me dit « Ah, bonsoir le plateau !» Mon cher Maï, relevons le débat. T'écouter parler, l'Afrique doit laisser de jouer au football car c'est une invention des colons. La Fédération ivoirienne de football a aussi les mêmes problèmes que l'Africa Foot. La leçon à tirer dans cette canne est sur l'organisation, sur tout le plan. Paul Biya doit aller à l'école de Ouattara sur ce coup. El Hadj Maïriga et Ibrahim. Bon, Paul Biya a donné à quelqu'un pour organiser. Là aussi, je ne suis pas d'accord avec toi, El Hadj. Si la personne à qui on a confié pour organise mal, vous allez toujours le tourner. Ouais, les éléphants champions d'Afrique, mais ça me fait mal au cœur. C'est Moussa depuis Chris Matari, d'Angarwa 3e. Ça lui fait mal au cœur. Bonsoir Rosalie, ta jolie coiffure me rappelle la coiffure de Kita. Tori depuis Kousseri, on sent quelqu'un qui a vécu. Ah oui, avec Kimbo. Bonsoir Rosalie, je suis vraiment heureux de la victoire de la Côte d'Ivoire qui ne m'a vraiment pas surpris après leur remontée magistrale contre le champion en titre, le Sénégal, avec ce digne fils d'Hermès Faye, ce qui a impulsé le sursaut d'orgueil qui dormait en eux. Plus sérieusement, cette victoire est une leçon de vie, mais également une opportunité à saisir pour les Africains qui devront prendre conscience de leurs compétences et donc, et c'est là où je suis d'accord avec le nationaliste Kamit comme moi, dorénavant gérer nous-mêmes nos propres institutions, CAN, CAF, tout ça, afin de redonner leur grandeur panafricaine. La Côte d'Ivoire nous a donné la leçon avec son « on ne sera pas qualifié en Coupe du Monde 2026 ». Moi, je vous dis dia. Bonsoir, la lionne du micro d'Info TV et tout le plateau. Vraiment, la victoire de la Côte d'Ivoire ne me donne pas la joie car c'est un pays lointain à l'ouest de l'Afrique. Le Nigeria demeure un pays voisin et très proche du Cameroun. 95% des produits au Grand Nord sont du Nigeria. Leur victoire devrait être aussi notre avantage. Plus encore, la gestion du football camerounais est toujours dans la magouille. Et paradoxalement, voici l'exemple de la Côte d'Ivoire grâce aux anciens dans l'équipe qu'elle a gagné la compétition. Vraiment, nous prions l'État du Cameroun de prendre un enfant du pays bien qualifié pour nous donner la joie au cœur, à l'exemple d'Achille Webo pour remplacer Rigo Besson. C'est Samaki Emmanuel Ledoux depuis Garoua. Bonne suite à vous. Rosalie, bonsoir. Un cœur me dit que la sienne... Non. Nous sommes ensemble à Info TV. Nous sommes là. Pourquoi vous me voyez déjà ailleurs? Qu'est-ce qui se passe? C'est la 4e personne qui m'écrit pour me voir ailleurs qu'ici. Non, je suis à Info TV. Je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Je peux être la seule qui n'est pas informée. Hein? C'est ça qu'au Cameroun, parfois on connaît ta vie. Plus que toi-même. Je ne comprends pas. On me demande, non, je suis à Info TV. Je suis là, je suis là. Il n'y a pas de souci, je suis là. Oh là là. Ça fait 4e message. Là, je suis obligée de réagir. Je ne sais pas si je vais encore en trouver là devant. Non, je suis avec vous à Info TV. On est rassurés. Peut-être que c'est quelque chose sur ton dos. Il se trame quelque chose? Sur ton dos? Non, je suis à Info TV. Parce que tout ce qu'ils sont en train de proposer là, ça m'intéresse pas. Je suis à Info TV, là, c'est ici. Donc,
c'est pas intéressé. Bonsoir Rosalie. Et à tout ton panel. Pour moi, la victoire de la Côte d'Ivoire ne me surprend pas. Après leur qualification, je l'ai prédit que c'est eux qui allaient gagner. C'est un exemple pour d'autres sélections, comme le Cameroun, Mathurin État, depuis Kribi. Bonsoir la Rose nationale. Ce que moi je retiens de cette CAN, c'est qu'avec 2 fois moins de budget, ils ont construit des stades, des hôpitaux modernes, des routes et bien d'autres choses, ultra modernes. Alors qu'à la réplique de Crevetoni, on avait un budget comme le sable à l'extrême nord pour aucun chantier achevé, donc aucun livret. Pour finir, ils ont eu des médailles et des félicitations. Franchement, la Crevetoni est le seul pays au monde où on célèbre les voleurs. Voilà ce qui arrive dans un pays quand on a fait de la sorcellerie un sport favori. Wadibi, service depuis Kayele, on prend 2 derniers, on s'arrête. Bonsoir Rosalie, pas de surprise, le Nigeria est passé à côté, on doit changer le nom, le continent, c'est la Côte d'Ivoire. Bonsoir à mon petit frère Yaya, Mahamad Digia, depuis Garoua Boulaye. Bonsoir Rosalie et à tes invités. Iki, Rosalie, quand on te voit, on oublie un instant que la vie est chère. J'ai prédit depuis le 29 janvier 2024 que la Côte d'Ivoire devrait remporter la coupe, la théorie du revenant. Hugues depuis Limbé. Allez, on reprend notre transition qui referme complètement cet instant CAN. Et on va revenir à notre quotidien habituel puisque la CAN s'est terminée. Et puis on vient discuter des problèmes qui nous concernent encore plus. Voilà, exit donc la CAN 2023 du côté de la Côte d'Ivoire. Félicitations une fois de plus aux Ivoiriens qui sont désormais les champions d'Afrique. Mais ne riez pas trop, hein. On arrive, si on met de l'ordre chez nous là, on arrive. Il ne faut pas se moquer d'un lion, même le lion qui dort reste un lion. Alors, on va parler du discours du chef de l'État, c'était le 10 février, il était 20h. D'autres étaient dans les bruits, d'autres pas. Et le président de la République a parlé, un discours de quasiment 7 pages. Moi, j'ai pris la peine de compter les pages en lisant. Qu'est-ce qu'on doit retenir, Maï, de ce discours? Je commence par vous. C'est fait à dessin. Parce que je suis sûr de ce que vous avez déjà dit. Non, moi, que vous n'avez rien retenu. Il n'y avait rien à retenir, non? J'ai pris la décision de ne plus me focaliser à contrecarrer le discours du président Biya. On n'est pas là pour contrecarrer, on demande ce qu'on peut retenir pour les jeunes. Patriarche qu'il est, dans notre culture africaine, on ne contredit pas les patriarches. Voilà. Bon. Alors qu'est-ce que vous avez retenu de ce discours? Ce que je n'ai pas retenu, c'est cette fille de la Lecquier qui a cultivé son champ et qui a vu un militant de RDPC venir avec un gros tracteur, loué à coups de millions, venir écraser ses cultures. Je pensais que le président de la République devrait insérer ce... Tu es sérieux là? Oui. Tu es sérieux? Très, très sérieux. Ah. Très sérieux, parce que c'est trop grave. Bon, avant qu'on aille chercher dans ce qu'il n'a pas dit, bon, tu ne vas pas m'entraîner de ce côté-là. On va rester dans ce discours. Qu'est-ce que vous avez retenu? Je ne vais pas jouer à ce jeu aujourd'hui, Maï. Je ne veux pas de temps matériel pour jouer. Je n'ai pas envie de jouer. Je ne veux... Si vous n'avez rien retenu, je retiens beaucoup de choses. Voilà. Mais ce que je voudrais que... je suis d'abord ce que vous avez retenu, pas ce que vous souhaitez qu'ils disent, ou ce que vous souhaitez voir les jeunes faire. On va en arriver là. Pour l'instant, vous avez retenu quoi? Il y avait quelque chose d'intéressant dedans ou il n'y avait quasiment rien pour la jeunesse camerounaise? Jusque je suis sorti du couloir de la jeunesse camerounaise, je crois que les jeunes ont retenu ce qui les convient. Moi, je n'ai rien retenu. Voilà! C'est pourquoi j'ai commencé par toi. Je savais que ça allait être plus rapide, quoi. Avant de passer à ceux qui écoutaient au moins ce discours. Parce que moi, je te connais. Je suis sûr que quand il a commencé à parler, tu as même pris
les oreillettes, Tami. Non, pas du tout. Tu as commencé à écouter les discours de Oumyobé autant. Non, pas du Pour tout. ne pas te concentrer dessus. Oumyobé n'est pas le président. Yaya Bello, C'est plus bien aujourd'hui. le président de la République a parlé, même si il faut reconnaître que beaucoup de polémiques après son discours, peut-être beaucoup d'attentes qui n'ont pas été comblées, beaucoup de questionnements aussi après ce discours. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce qui vous a touché ou qui vous a énervé ou qui vous a simplement marqué? Disons que comme la plupart des jeunes Camerounais, nous sommes restés sur notre faim et sur notre soif même, parce que chaque 10 février, on attend de notre président de la République beaucoup de choses en termes concrets. Mais comme d'habitude, c'est des montagnes qui accouchent des souris. Moi, je vous assure, quand son discours a commencé, je vous assure, je me suis dit, attention, ce n'est pas le discours de l'année passée, est-ce qu'il n'y a pas erreur? C'est au moment où il a commencé à parler de la CAN que j'ai dit, ah, c'est le discours de cette année. Disons, c'est exactement, c'est-à-dire que si on enlève l'actualité de la CAN et la hausse des produits pétroliers, encore que même l'année passée, à la même période, on avait aussi procédé. Donc, vous voyez que vous avez l'impression, en tout cas les jeunes que nous sommes, d'avoir un président après 40 ans, 41 ans, voire 42 ans, qui n'est pas pressé de résoudre votre problème de façon décisive, de façon forte. Parce que moi, je me serais attendu, comme nous sommes à une année préélectorale, je m'attendais à ce qu'on assiste au moins à un discours, j'ai envie de dire révolutionnaire, c'est-à-dire un discours qui tranche avec ce qu'on a l'habitude d'entendre. Or, ce n'est pas cela. Le diagnostic d'abord, pour moi, il est léger. C'est-à-dire, quand le président vous dit, j'ai constaté que mes jeunes, ils boivent seulement de l'alcool, d'autres filment le banga, d'autres, il n'a pas dit le banga, mais quand ils filment... On comprend les stupéfiants. Voilà. D'autres tapent leurs professeurs à l'école et tout. D'autres prennent la route du désert. D'autres tombent, c'est noir, dans la Méditerranée. En fait, pour vous, c'est la réalité, vous vouliez des solutions à ces problèmes. C'est une réalité, c'est sûr. C'est pourquoi ces jeunes-là sont dans cette posture. Ceux qui prennent le désert, la route du désert, ce n'est pas par plaisir, ce n'est pas par tourisme. Personne n'a décidé d'aller faire le tourisme dans le désert ou bien dans la Méditerranée. C'est parce que ici au Cameroun, le Cameroun c'est un pays essentiellement jeune. Je crois qu'il y a les statistiques qui disent que 65% de la population camerounaise, c'est des jeunes de 15 à 65 ans. Avec des personnes de 15 ans à 65 ans. Donc le Cameroun est un pays essentiellement jeune. Alors quand vous êtes donc jeune dans un pays essentiellement jeune, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'espoir. C'est-à-dire que quand vous allez faire vos études, ce n'est pas déjà facile maintenant. Quand vous êtes formé pour avoir l'emploi ou bien pour s'auto-employer, c'est un problème. Mais pendant ce temps, vous apprenez que d'autres achètent les concours, les parents, vous avez la reproduction des élites, vous avez le favoritisme, le népotisme. Alors, il n'y a pas d'espérance, il n'y a pas d'espoir. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, en allant au Canada, une terre d'espérance, peut-être on va s'en sortir. Un contraste quand même à ce niveau-là qui a attiré l'attention de beaucoup de jeunes qui s'étonnaient du fait que non seulement le président décourage les jeunes de prendre la route, mais il brandit Nganou comme exemple à cette jeunesse. Pourtant Nganou a fait exactement ce qu'il interdit, a fait ce qu'il ne souhaite pas vous voir faire. Alors les uns et les autres ont eu l'impression qu'il y avait un souci. On ne brandit pas quelqu'un qui a pris la route pour sortir de l'anonymat aux gens à qui vous voulez empêcher de prendre également la route. C'est exact. Peut-être un angle qui fait beaucoup parler à la suite de ce discours. C'est contradictoire. Si ce Nganou-là n'avait pas pris la route du désert, encore qu'il a la capacité et que d'autres n'en ont pas, on n'aurait jamais entendu parler de Nganou. Mais c'est le même président qui vous décourage, comme vous le dites, d'aller ailleurs, dans d'autres terres d'espérance, de rester ici, qui vous célèbre dans le modèle typique de ceux qui ont pris la route du désert pour réussir. Donc, quand vous avez donc ce genre de discours où le président vous dit que en 2023, 12 000 entreprises ont été créées par les jeunes et que ces entreprises emploient 22 000 Camerounais. Mais vous voulez vous demander que le président, si mon père, tu vis avec nous-mêmes, où sont ces entreprises? Où sont ces jeunes, ces 22 000 jeunes-là? Où est l'impact? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas me dire que dans un pays comme le Cameroun,
qu'on réussisse à créer 22 000 entreprises, et en fait 12 000 entreprises, et qu'on recrute 22 000, et que vous ne sentez pas l'impact, que ce soit dans les quartiers, ou bien dans les familles, dans les villages. Peut-être pas de start-up qui... ce n'est pas impactant. Donc, vous écoutez donc votre président, il vous parle comme ça, à la fin, je crois que vous êtes déçus. Moi, je suis particulièrement déçu parce que dans ce que le président a dit, avec ce qu'il a annoncé, je ne vois pas d'impact dans ce qui sera fait, puisque c'est un discours politique. C'est un ton qu'il donne. Donc vous êtes resté sur le what next? Non, je suis déçu. Mais, en fait, on n'a pas fait le bilan du plan triennal, qui est même en cours, où on vous dit qu'on a dépensé 20 milliards. 20 milliards, c'est 20 000 millions. Donc on vous dit que... Qu'est-ce qui empêche d'ailleurs qu'on utilise ces 102 milliards qu'on avait mis à disposition pour ce plan triennal qui est devenu plan quinquennal? Je ne comprends pas qu'est-ce qui bloque. Ça dit, c'est inefficace. 20 milliards, 1 milliard c'est quoi? C'est 1000 millions. Donc 20 milliards, c'est 20 000 millions. Vous voyez à la télé le ministre de la Jeunesse, je crois que c'est lui qui pilote ça. On vous dit qu'il est allé peut-être à Maroua ou à Bafia pour remettre aux jeunes, dans le cadre du plan triennal, des outils. Vous voyez ce qui donne un ordinateur. De où? On vous dit qu'on a dépensé autant d'argent et vous ne voyez pas, vous ne percevez pas le changement. C'est pas révolutionnaire, ce n'est pas palpable. Donc moi je dis que ce discours, moi je suis déçu. Je suis un homme politique, je suis au contact de beaucoup d'autres jeunes. Nous sommes restés sur notre faim, nous sommes déçus. Nous pensons que ce que le président a dit, c'est un déphasage complet avec le besoin aujourd'hui que les jeunes ont, surtout en termes d'employabilité. Aujourd'hui, l'accès aux emplois pour les jeunes, c'est devenu, si vous n'avez pas de relation, ça c'est connu, vous n'avez pas de relation, vous ne pouvez pas avoir un accès à la fonction publique. Si vous n'achetez pas, c'est impossible. Maintenant, tant bien, parce qu'il faut aussi dire la vérité, dans aucun pays au monde, l'État emploie tout le monde. Voilà. Dans aucun pays au monde, vous avez l'impression que le privé qui pouvait aider n'est pas soutenu. C'est-à-dire, le privé emploie une partie, l'État emploie une infime partie. Maintenant, le reste, ils s'auto-emploient en créant leurs propres structures. Maintenant, au Cameroun, les jeunes même qui veulent s'auto-employer, il n'y a pas d'accompagnement. On vous dit que le PAGER, on donne aux gens 50, 75 000, parfois 500 000. Qu'est-ce qu'ils vont aller faire avec? Donc moi, je crois que c'est l'ensemble de l'écosystème de la gestion de la problématique de la jeunesse qui a échoué. Et ce discours du président que beaucoup de jeunes attendaient, comme je le disais, c'est une année préélectorale. Je crois qu'un homme politique, moi je crois que si Biaël en 2025, il va se présenter, ça ne ferait l'ombre de aucun doute. Donc on était en train de s'attendre à ce qu'on assiste à une rupture, c'est-à-dire que le discours change, on voit enfin celui-là. C'est qu'on a un peu vu le 31 décembre, un tout petit peu, on a quand même senti, même le décor avait un peu changé. Le décor a changé, mais même le discours du 31 décembre 2023, je vous assure, c'est le même discours. C'est-à-dire même l'architecture. C'est-à-dire on commence à vous dire que... ne change pas beaucoup. Ça ne change pas, c'est-à-dire que le président commence toujours par vous dire que c'est le contexte international, il y a eu la guerre en Israël, l'Ukraine bagarre avec l'autre, ça impacte. C'est toujours comme ça. Donc même le discours du 31 décembre 2023, il est exactement le même sur le plan schématique. On a juste changé quelques sujets d'actualité. C'est le même. Donc vous avez l'impression que ce monsieur, vraiment, quand il est arrivé au pouvoir, c'est sûr qu'on lui avait dit qu'il allait faire 100 ans. Donc il n'est jamais pressé pour résoudre les problèmes des Camerounais et surtout des jeunes. Donc je crois que pour les jeunes... vous n'êtes pas senti interpellé il dit, le président il dit que il compte sur la jeunesse. Il s'est compté sur nous, sur la jeunesse. Moi je veux lui demander, est-ce que la jeunesse peut encore compter sur vous, monsieur le président? C'est une grosse question. Est-ce que la jeunesse peut encore compter sur lui? Vous posez la question à 1 milliard de francs CFA que beaucoup de jeunes se posent. On veut bien croire que oui. Sincèrement, on veut croire que oui. Mais il faudrait des signes qui nous montrent que cet espoir est encore permis au Cameroun. Monsieur Hubert Paulin et Télé, le président de la République était face à sa jeunesse. J'ai essayé de faire un tour de ville avant cette émission. Presque tous les jeunes avec lesquels j'ai échangé sont dubitatifs. Ils ont l'impression qu'on est venu lister leur réalité, qui est une réalité.
Ils sont dans la drogue, ils sont dans l'alcool, ils sont dans la prostitution, ils sont dans tout ce qui a été listé. La seule chose, c'est qu'on ne leur a pas dit comment sortir de là. Et c'est à ce niveau qu'ils ont eu l'impression qu'il y a une déconnexion entre le président et cette réalité-là, et qu'ils ne sont pas écoutés, ils ne sont pas compris, et qu'il faut un déclic. Il faut un déclic parce que ça ne passe pas. À votre avis, il se trompe ou bien vous avez vu autre chose? Bien, moi je crois que pour déjà soigner une maladie, il faut faire un diagnostic. Ouais. Il faut faire le diagnostic. Et je pense que ce diagnostic-là a été fait hier. Ah, donc c'est hier que le président faisait le diagnostic. De toutes les façons, il a continué avec le diagnostic, oui. n'est-ce pas, Parce que j'allais vous dire qu'il parlait déjà de cette dérive-là l'année dernière, le 10 ans. du truc. Donc, il est question... Moi, j'ai vu un chef de l'État offensif pendant son discours, parce que moi, dans le domaine du sport, où j'excelle un peu, je pense qu'il a pris des décisions fortes là-dedans. Parce que tous les Camerounais, de toutes les classes sociales, sont quand même concernés dans Qu'est-ce qu'il a dit dans le pour le football qui était offensif pour vous? Ben, je pense que il a donné des instructions au ministre des tutelles, au ministre des Sports. Il a dit qu'il a donné. Il a dit qu'il a donné Voilà. des instructions au ministre des Sports pour des solutions urgentes par rapport à notre football au Cameroun. Je chuchote aussi. Hein. Il avait aussi donné comme ça pour les enseignants. C'est pas encore fini. Oui, mais cette fois-ci, ça a été solennel. Je pense que Il avait aussi fait solennellement. même le plus petit Camerounais, le plus petit sportif a suivi ces instructions-là. Hein? Il a essayé de nous expliquer, nous allons revenir là-dessus, peut-être l'augmentation des taux de carburant, peut-être qu'ils ne sont pas convaincantes dans les explications qu'il a voulu donner, mais cependant, lorsqu'on reconnaît quand même un certain malaise, c'est déjà un pas, n'est-ce pas, pour que la solution soit trouvée. Moi, je pense que j'ai trouvé un chef de l'État qui connaît les problèmes des jeunes. Ah non, si c'est pour ça, il connaît. Les problèmes des jeunes. Le président n'a jamais fait un discours. Maintenant, on ne peut pas rentrer dans son agenda, hein, n'est-ce pas, des solutions pour dire qu'il devait absolument dire ceci, il devait absolument dire cela. Nous devons poser des problèmes, tout en espérant que, avec un temps vraiment immédiat, le copanéliste a parlé de la période post-électorale. Nous espérons que avant, n'est-ce pas, préélectoral, nous pensons qu'avant ces élections, on pourra peut-être avoir des déclarations fortes pendant les campagnes. Vous croyez qu'on en ait encore aux déclarations pendant les campagnes avec ces jeunes? Vous avez dit que dans l'espoir que... Il est en train de vous dire qu'il n'y a plus d'espoir. On n'espère plus. On veut quelque chose là de palpable. Non, on ne peut pas dire. Discours lors des élections, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'espoir. Vous avez de l'espoir? Non, je pense que pour vivre, il faut espérer. Il y a de l'espoir quand on vit. Moi, je pense que peut-être que les solutions ne sont pas là immédiatement, mais nous espérons que avec le temps, ces solutions-là vont arriver. Je suppose que vous êtes assis sur un siège qui vous permet de voir l'horizon. Parce que je peux vous rassurer que heureusement que la nature m'a doté d'une joie de vivre naturelle. Que même quand je suis en train de mourir, je suis toujours en train de sourire et de rire. Et j'ai l'habitude de dire que le jour où on réussira à enracher mon sourire, je crois qu'on m'aura tué complètement. Et ça ne va pas tarder, hein, parce que ce sourire, il est de moins en moins... Hein, vivant spontané chez moi. Parfois, je ris de tristesse maintenant et c'est très dangereux. Et comme je sais que j'ai tellement de joie dans mon corps, ça me fait peur. Et si ça commence à me faire peur, je ne sais pas pour ceux qui sont moins assis que moi, et ils doivent déjà avoir perdu le sourire depuis longtemps. Donc, révérend, pourquoi vous me regardez avec ce sourire, justement? Avec ce sourire, justement. Je sais que... Moi, ce discours, je l'ai écouté, et vous, qu'est-ce que vous avez retenu? Parce que heureusement que je n'ai pas le droit de dire ce que j'ai retenu ici. Ça me sauve. Rosalie, je souris en te regardant, et parce que pendant que tu parlais, je me demandais quel âge a le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique?
Il paraît que c'est quoi? C'est 65 ans. C'est quel âge? Au-delà. Alors, Et qu'il a de bon. J'ai posé la question là comme au quartier. Il a traversé 65 ans. Sans traverser. alors dans un pays qui veut se lancer, Bon, on est jeune de 7 à 77 ans. Donc nous n'en foutons soit encore dans la tranche de la jeunesse. voilà encore cette expression-là qui nous fatigue, en fait. On dit que la jeunesse refait l'âme de la nation. Et on nous fatigue avec ce genre d'expression qui nous parle de 7 à 77 ans. Nous ne cesserons jamais de nous remémorer l'histoire de notre pays et de se souvenir que ce que nous appelons aujourd'hui les quinquagénaires, j'ai failli dire les armateurs, mais pour ne pas être désobligeant, les quinquagénaires et autres qui nous... Bon, quinquagénaire, c'est encore gérable. Hein, non, c'est pas quinquagénaire. Octogénaire, voilà. C'est ce que, octogénaire. Donc, en fait, nous avons des dirigeants, nous avons des dirigeants qui sont pratiquement aujourd'hui dans la tranche d'âge de 70 et plus. Et nous nous souvenons qu'eux, ils ont hérité la gestion de cette nation, ils sont entrés aux affaires de la République alors qu'ils avoisinaient 25, 30 ans, 33 ans et autres. Et on a du mal à croire que dans la sphère nationale, parmi les multiples enfants qu'ils ont tous donnés, ils ne trouvent personne parmi leurs enfants qui puisse aussi associer et introduire comme eux ils l'ont été dans la gestion des affaires de l'État à cet âge-là pour penser que on est jeune jusqu'à 77 ans. Vous pensez que moi, à mon âge, je suis encore jeune? M'appeler jeune, ce serait m'insulter. D'ailleurs, je me rappelle, dans une activité de notre confédération syndicale à Bafoussam, à l'époque, j'étais encore le président du comité des jeunes de la Confédération des syndicats autonomes du Cameroun, la CESAC, et nous étions dans une activité où le gouverneur de l'Ouest était présent. Et lorsqu'on me l'a présenté, on me l'a présenté, ou bien on m'a présenté à lui comme étant le président des jeunes, le gouverneur s'est exclamé en disant, celui-là, il est jeune. Et c'est lui votre président des jeunes. J'avais déjà plus de 40 ans. Et le gouverneur s'est exprimé en disant, est-ce que celui-là, il est jeune? Alors qu'on continue à croire que quand on a nommé un ministre de 56 ans, on dit qu'on a nommé un jeune. Mais où est-ce qu'on va? Non, je dis ceci pour dire que lorsque j'ai écouté le chef de l'État, j'ai une fois de plus eu des larmes à voir que j'écoute quelqu'un qui de plus en plus est déconnecté. J'écoute quelqu'un qui de plus en plus montre manifestement qu'il ne tient plus les rênes. J'écoute quelqu'un qui se limite de plus en plus à dire que j'ai instruit. Mais lorsqu'il a instruit, qu'il doit veiller à l'exécution de ses instructions. Alors, je me suis amusé comme ça pendant que je ressassais encore cette écoute à regarder les 3 derniers mandats qu'il s'est donné. Nous avons commencé par aller au mandat des grandes ambitions. Et on s'étonnait de voir les ambitions qui naissaient à cet âge-là. Bon, on a pensé que c'était un regain de vitalité et autres, et que bon, les choses vont bouger, parce qu'il y a de grandes ambitions, mais à quel âge? Et puis après les grandes ambitions, nous sommes passés aux grandes réalisations qui nous tardent toujours de voir efficientes, parce que nous avons entamé tellement de réalisations inachevées. Toutes ces réalisations n'ont donné droit qu'à des poursuites judiciaires dont nous attendons toujours, comme Guéry disait encore, l'aboutissement du résultat des enquêtes et autres, si enquête il y a même eu ou bien engagé dans la plupart de ces grandes réalisations, mais qui tardent toujours à être effectives, à nous donner le résultat escompté. Et puis, pendant qu'on n'a donc pas achevé les grandes réalisations, on les a peut-être entamées, mais on attend tout de les voir. Nous sommes passés à la force de l'expérience. Donc, quand nous passons à la force de l'expérience, c'est clair que on nous dit, ok, nous sommes au bout du rouleau, maintenant on va administrer par expérience tout ce qu'il y a à administrer. En fait, on nous dit clairement qu'il n'y a plus rien à attendre d'innovant, parce qu'il n'y a plus d'acteurs à faire à la chose, il y a plus d'innovation à apporter à la chose, il y a de l'expérience à mettre en œuvre
pour gérer, comme on dit, les affaires courantes. Mais nous sommes peinés à savoir que même la gestion de ces affaires courantes là n'y est pas effectivement. Parce que je me suis demandé encore qui a eu ce génie de faire prononcer ce terme continent au chef de l'État qui s'adresse à sa jeunesse et qui dit dans son propos que les jeunes à qui il s'adresse ont eux-mêmes une meilleure formulation pour arriver à exprimer la continentalité du Cameroun. Mais quand nous savons comment est-ce que le terme continent est arrivé en appellation au 237, nous ne pouvons pas être ignorants du fait que ce soit péjoratif. Que l'appellation du 237 comme continent est une appellation péjorative. Et que ce soit ça qui soit mis en branle aujourd'hui, je dis, mais ceux-là qui sont là et qui aujourd'hui oppressent notre papa, qui en font finalement un prisonnier du système qu'il a lui-même établi. Il faut vraiment qu'on pense à la République. Une fois de plus, quel Cameroun voulons-nous pour nos enfants? Parce qu'il a commencé par dire que c'est une occasion pour lui de regarder l'éducation, de parler de l'insertion professionnelle, comme quelqu'un disait encore, et je l'ai dit par le passé également, nous avons eu l'habitude d'avoir de très beaux discours. Et nous avons tous eu l'assurance et la communion de dire qu'en termes de discours, c'est incontestable. Mais nous ne sommes plus là au discours. Nous avons besoin de vivre les faits parce que nous vivons mal. Nous avons des problèmes auxquels nous attendons d'avoir des réponses. Et lorsque un chef d'État, un papa comme lui, doit s'adresser à ses enfants que nous sommes, il doit pouvoir nous dire, nous donner non seulement de l'espérance, mais nous donner de l'efficience également dans notre vie au quotidien. Lorsque nous sortons de là, avec des propos qui semblent vouloir conjurer l'immigration et qui constatent que effectivement tous ces enfants sont en train de sortir, et nous attendons quand même à ce qu'ils donnent les moyens qu'ils mettent en œuvre pour que ces enfants ne sortent plus. Mais nous, on ne les voit pas. Au contraire, on se retrouve à avoir comme modèle, comme repère qui nous est projeté, justement un enfant qui, au désarroi de sa vie, est sorti du pays par des voies clandestines. Pour ne pas dire qu'il a traversé la mer comme tous les autres, et lui, il a eu la chance de ne pas y périr. Donc il est sorti par des voies clandestines, il est allé se battre de tout feu, de tout bois, et aujourd'hui il arrive par des prouesses qu'on ne saurait trop bien qualifier parce qu'on ne sait pas trop comment est-ce qu'il a fait pour arriver là, mais on salue également ce génie, qu'il arrive à se hisser sur le toit du monde, disons-le ainsi. C'est lui qu'on nous montre finalement comme exemple, comme modèle, comme repère. Est-ce donc à dire finalement aux jeunes à qui on voudrait dire en même temps arrêter de sortir parce que le bonheur n'est pas ailleurs, le bonheur est ici, et que là où vous partez, il y en a qui partent de là pour venir ici. Donc quand vous partez, vous libérez de la place pour eux. En même temps, on leur dit non, effectivement, si vous voulez briller et si vous voulez occuper le toit du monde comme votre frère, et il faut sortir même s'il faut aller à nage, regardez comment il a fait. Regardez le chemin qu'il a entrepris. Suivez-le, faites comme lui, prenez-le comme exemple, et vous allez arriver également au toit. C'est contradictoire. C'est un contraste qu'on a du mal à comprendre. Quand papa nous dit que il a demandé que le prix du carburant soit revu à la hausse, et il nous dit quand même qu'il a pris la peine de préserver le pouvoir d'achat. Et je me retrouve à lire que la préservation du pouvoir d'achat là, c'est le prix de la bouteille de gaz qui n'a pas bougé, c'est le prix du litre de pétrole qui n'a pas bougé. Mais où est-ce que nous trouverons l'argent pour acheter même cette bouteille de gaz au prix qui n'a pas bougé? Où est-ce que nous trouverons l'argent pour acheter même ce litre de pétrole au prix qui n'a pas bougé s'il existe même encore ce pétrole là? Mais il a mis la salle là où ça fait le plus mal. Et jusqu'aujourd'hui, nous continuons d'attendre les mesures d'accompagnement pour pouvoir nous permettre de continuer à espérer. Non, nous sommes étouffés. Nous sommes étouffés. Et c'est justement pour ça que nous disons que nous sommes un continent. Parce que finalement, nous nous retrouvons dans ce périmètre de 237
où finalement, on a les problèmes de tous les autres. nous avons les problèmes de toute l'humanité. C'est-à-dire que tout ce qu'on peut imaginer comme problème ailleurs, il y a ça au Cameroun. Tout ce qu'on peut imaginer comme difficulté ailleurs, il y a ça au Cameroun. Et on se demande comment est-ce que les Camerounais arrivent à continuer à respirer avec autant de problèmes. Nous avons vu des vidéos. Nous sortons de la Côte d'Ivoire. Ceux qui y ont été ont vu les constructions. Ils ont vu des belles réalisations. On a vu des vidéos pour nous qui n'y avions pas été. On nous a parlé d'Abidjan qui est peut-être à son 7e pont, je ne sais pas quantième. Et on compare à Douala qui a payé à avoir un deuxième pont sur le Vouri. Les gars nous montrent des routes pour nous naguer. Ils nous montrent des giratoires. Ils nous montrent des... Alors, et puis, on est là où... Pendant que ça se passe comme ça, pas très loin de nous, nous on n'a même pas de l'eau à boire. Nos robinets sont à sec. Et pourtant nous avons eu des grandes réalisations qui étaient faites pour qu'on n'ait plus jamais de problème d'eau. Mais les robinets sont à sec. Comment est-ce qu'on fait même pour se doucher? Comment est-ce qu'on fait pour nettoyer nos vêtements? Comment est-ce qu'on fait pour les repasser? On n'a pas d'électricité. Nous dormons permanemment dans le noir. Voilà nos problèmes existentiels. Nos enfants font comment pour réviser leurs leçons? Si nous on a eu appris à apprendre nos leçons avec la lampe tempête, ou bien avec la bougie, est-ce que nous sommes à l'aise la lampe tempête ou la bougie? Nous y sommes retournés, anciens sonnels, comme on l'appelle, la lampe à pétrole. Nous y sommes retournés pratiquement. Quelle est la maison aujourd'hui au Cameroun qui n'a pas la lampe à pétrole dans la capitale du pays qui est Yaoundé? Qui fait clic clic. Donc, on a tellement de problèmes que quand on regarde cette allocution à la jeunesse, quand on parle des sessions professionnelles, pendant que ceux qui ont de l'emploi aujourd'hui au Cameroun et qui ont du mal à nourrir leur famille sont en train d'être jetés au chômage, on nous parle des sessions, quelles sessions professionnelles? Combien de postes de travail ont créé? Ce sont des postes qu'on récite là mais que nous ne voyons pas. Nous avons nos enfants qui sont allés à l'école et qui sont avec nous à la maison, qui ont passé des diplômes universitaires, mais qui sont avec nous à la maison, que nous continuons à nourrir. Ou alors nous les placer. Si ce n'est on continue à les maintenir pour qu'ils ne prennent pas aussi le chemin de la mer, pour ne pas aller y périr comme les autres. On continue encore à lutter pour les contenir et les garder à la maison. Non, nous avons besoin de mieux que ça. Nous avons besoin de nous départir de la volonté, de sortir des instructions pour aller dans l'effectivité, dans l'exercice, dans l'action, dans l'évidence. Et il y a un temps pour agir. C'est pourquoi je voulais chuter par là en disant, j'ai suivi le propos d'un de nos confrères, toujours sur la toile, qui a donné un portrait de notre chef d'État en 3 dimensions et qui a voulu dire que sur les 3 dimensions, il voudrait garder la première. Il voudrait garder la première, celle d'un homme travailleur, d'un jeune homme qui était un bosseur, d'un jeune homme qui a beaucoup travaillé pour cette République que nous avons tous vu à l'œuvre, mais effectivement, il parle d'un jeune homme. Oui, le chef d'État était jeune. Il était frais, il avait de la vigueur. Nous l'avons vu faire du vélo et tout ça. C'est ça la vigueur. C'est ça la jeunesse. Cette jeunesse d'aujourd'hui qui a cette vigueur, qui a ce désir, qui a cette volonté. Mettez les jeunes à l'œuvre. Donnez de la place à vos enfants pour que le Cameroun puisse vivre quelque chose de différent, quelque chose de nouveau. Et non continuer à croupir. Parce que tant que ceux qui ne peuvent plus agir sont assis au poste où on doit booster et donner de l'action aux gens, il n'y aura pas d'action. D'accord. Vous avez ouvert la vanne sur le carburant et ces mesures d'accompagnement. On va en parler, le temps de faire parler en quelques minutes quelques personnes. Vous comprendrez qu'on ne mettra pas beaucoup de temps sur ces réactions puisqu'il faut avancer avec ces sujets hyper importants. Bonsoir Rosalie, à tout ton panel. Moi je pense que... Ah, il est encore en arrière. Kessie et tout et sont restés là, nous irons nulle part en 2025. Ces deux la porte malheur. Moi c'est Stéphane Samuel depuis Foulane. L'amour. D'accord. Merci pour les cœurs. Moi aussi, je te fais des bisous. Bonsoir, je suis Serge Hernandez. Je n'ai pas suivi le message du chef de l'État car nous sommes fatigués de sa roubladise. Qu'il pose des actes concrets en faveur des jeunes et nous l'acclamerons. C'est tout ce qu'on demande. En 42 ans de pouvoir, l'avenir des jeunes est de plus en plus ténébreux. Il faut savoir faire des vrais bilans. Pas de véritable espoir pour les jeunes. Regardez comment le pays se vide de ces jeunes. C'est indicateur que sa politique pour les jeunes a échoué. Nous ne rêvons plus au Cameroun. Il a brisé nos rêves. Quand il a pris ce pays en main, les jeunes rêvaient. Maintenant, où en sommes-nous? On ne rêve plus.
Bonsoir à vous, moi c'est Mvondé et Abertois, c'est qu'on ne comprend pas. Il y a certains emplois fictifs où c'est l'emploi qu'on va créer dans le futur ou quoi. Moi-même je ne comprends pas. Selon moi, on donne l'argent à ceux qui travaillent puis que plus que nous on a des projets et le problème c'est le financement. Toujours le même discours, pas de changement. On est fatigué. Bonsoir Info TV, vraiment le monsieur en chemise dit les réalités que nous jeunes Camerounais vivons au quotidien. C'est Ali depuis Ebi et Massi. Rosalie, bonsoir à tout le plateau. Où en est-on avec l'affaire Martinez-Zogo? Pardon, où est-ce qu'on en est? Quand je saurai, je vais te dire. Bonsoir Madame Guesselet et à tout votre panel. Donc c'est censé suivre son cours. Ouais, donc je n'ai pas encore les dos d'âne. On est dans les délais. Non, il faut laisser les grandes phrases. Tu es dans les délais, tu connais que le délai c'est lequel maintenant? Non, c'est 6 mois renouvelables. Ouais, il faut laisser. On est en phase d'instruction. Laisse, je préfère continuer ma lecture des messages. Je suis d'accord. Voilà. Oui, les gens ont besoin de la bonne information. C'est ce que tu veux soulever là, si je m'arrête dessus, on ne va plus sortir. C'est des phrases que tu veux avancer là, tu dis que les délais de quoi? L'instruction. Non. Des gens qui doivent faire l'instruction. Après, on va doubler, on va encore relancer un nouveau nommé. Le code de procédure pénale. Il faut laisser le code de procédure pénale là où il est. En phase d'instruction, c'est 6 mois renouvelable 3 fois. Tout le panel. Le monsieur en noir est sérieux là. Il faut qu'il se respecte. Hein. Madame Guesselet, Paul Biya, c'est un amnésique parce que vraiment, comment il peut encore évoquer le plan triennal jeune en 2024? Le monsieur qui a écrit son discours là n'a pas d'information. Il voulait même dire quoi à la jeunesse parce qu'on ne comprend pas. Vous allez encore bien souffrir. Ce monsieur doit être arrêté, celui qui écrit le discours là. Madame Guesselet, le ministre de la Jeunesse a 70 ans. Paul Biya ne comprend plus rien. Les gars malaxent. Vous allez, quand il a évoqué le plan triennal, j'ai eu subitement sommeil. Même sa fille Brenda Biya l'a déjà demandé de laisser l'affaire là. Il ne comprend pas. Monsieur Maï, quand un patriarche ment, il faut lui dire qu'il ment sans faire de politique. Ngono Tiala, depuis Akak, qui nous écrit. C'est moi. Bonsoir. Salut mon frère. Dans un discours où une jeunesse déjà meurtrie et abandonnée à elle-même, je n'attendais pas moins d'un dirigeant nonagénaire, qui ne pouvait que véhiculer à la jeunesse comme message l'auto-emploi qui constitue l'une des meilleures voies d'insertion socio-professionnelle, car l'État dont il est le garant en est totalement incapable et dépassé. Mais plus grave, il évoque le cas de Francis Ngannou comme modèle, oubliant que comme beaucoup d'autres athlètes, comme François Mbango, l'État n'y est non seulement pour rien dans leur réussite, mais n'a même pas daigné les accompagner et les valoriser. Et pour couronner le tout, il vient teinter cela d'expression de continent pour justement amadouer politiquement ces jeunes. Je préfère ne pas parler du plan triennal jeune lancé depuis près de 8 ans sans aucun résultat concret. Ce discours était vide. Rosalie, tu fais partie du 11 entrant de l'équipe nationale des journalistes du Cameroun avec le dossard 9 actuellement. Et tu es la seule femme dans ce classement. Bravo. Merci. C'est vous qui faites ma force. Sans vous, moi, je ne suis rien. Je le dis toujours. Bonsoir à tout le plateau. Le discours du président de la République est complètement raté sur tous les plans. Comment peut-on avoir 12 000 entreprises pour 22 000 emplois, ce qui fait moins de 2 emplois par entreprise? C'est quel type d'entreprise? De quel type d'entreprise parlait-il? Il se moque même de qui? On sent un président qui ne contrôle pas ce qui se passe. Hans, depuis Douala. Et sans que vous aviez tous des stylos devant le discours là pour compter les emplois. Bonsoir le grand soir, c'est Emmanuel Alidou depuis Dakteka dans le Mayo d'Anaï. Mon souci concerne ce qui se passe ici avec le projet PAGEU. Le directeur de cette structure ne finance que ses cousins et les griots de sa cour royale. Après ceux-ci, au lieu de rembourser, se forgent des actes de décès en bonne et due forme. Vraiment, c'est aberrant. Le pays s'y appartient aux autres, tout comme sont là. Bia, Moscou. Rosalie, ce discours du président n'est pas en adéquation avec la réalité que vivent les jeunes au Cameroun. Je me suis posé la question de quelle jeunesse parlait-il? Celle qui croupit dans la misère orchestrée par un gouvernement qui méprise la jeunesse. Pour moi, ce discours n'est pas un discours franc. Car notre pays, notre président ne travaille pas pour la jeunesse et c'est malheureux. Comment la jeunesse peut encore faire confiance aux gens aussi méchants qui se servent de la corruption pour écarter la jeunesse dans la gestion des affaires? Mathurin État depuis Kribi.
Il n'y a personne qui a entendu quelque chose dans ce discours finalement. La rose nationale, je ne cesserai jamais de rappeler cette citation d'Albert Einstein qui dit « La plus grande folie de l'humanité, c'est de croire que les mêmes causes vont produire les effets contraires. » La rose nationale, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Depuis 42 ans, on a les mêmes jeunes qui nous dirigent, donc on aura toujours les mêmes résultats. Pas de route, pas d'eau, pas d'hôpitaux, pas d'école, des gros collèges appelés universités. Comme le dit si bien le grand frère Niemek dans l'espace miné, tant que les gens n'ont pas compris Matthieu 5.5, on n'ira pas à Matthieu 6. Ok. Les jeunes doivent suivre les parents à la grande école de la résilience. Les parents sont résilients, seront tous résilients. Bonsoir Rosalie, le Cameroun doit prendre l'exemple sur la Côte d'Ivoire qui ont eu un manque de résultats, ont rapidement changé l'entraîneur. Nous ne pouvons pas chuter en voyant tout ça. Arrêtons de chuter. Le tribalisme doit boler. Voilà, un bon membre du continent. Un bon habitant du continent. Dans son discours à la jeunesse, le chef de l'État a appelé à l'optimisme, à l'engagement et à la confiance en l'avenir. Cependant, la réalité sur le terrain contredit ses propos en mettant en lumière les défis auxquels la jeunesse est confrontée au quotidien, le chômage massif, l'injustice sociale, l'accès limité à l'éducation de qualité et l'absence d'opportunités économiques équitables, autant de problèmes persistants qui minent l'avenir des jeunes. Il est impératif de passer des discours inspirants à des actions concrètes pour résoudre des problèmes et offrir une véritable perspective d'avenir à Dieu, à la jeunesse, car c'est à travers de telles actions que les jeunes pourront réellement espérer un changement positif et un avenir prometteur. C'est Cédric de Punkwabang. Vous êtes trop nombreux à écrire, mais moi je suis obligé de m'arrêter, hein, parce qu'on doit finir avec cette émission. Bonsoir le plateau, le Cameroun est à refaire, y compris la FECA Foot. C'est Mustapha depuis Libreville qui nous écrit. Aïe, aïe, aïe. Difficile. Ils sont nombreux, hein. Bonsoir à vous et merci pour la thématique. La majorité des jeunes au Cameroun souffrent. Que tous les jeunes s'élèvent pour aller s'inscrire sur les listes électorales afin de changer les choses en 2025. Trop de plaintes ne servent même plus à rien. Bodio Roberto qui nous écrit. Même en ça, il n'y croit pas. Bonsoir Rosalie, en 2021, il demandait aux jeunes d'aller conquérir le monde. Aujourd'hui, il dit que l'exil n'est pas la solution. Finalement, il dit quoi? C'est la danse Bafia, Romuald depuis Mbal Mayo. On va en Italie. Bonsoir Rosalie. Ils disent que nous sommes le fer de lance de la nation. Je regarde ces vieux qui vont lancer ce fer. J'ai ri moi seulement. Les Camerounais sont à 95% dans la caverne et savent qu'il n'y a pas mieux que cette obscurité qui les enveloppe. C'est Ndobo depuis Ferrara en Italie qui nous écrit ce soir. Oh là là, pas de vidéo s'il vous plaît. Bonsoir, très belle émission. Je vous adore. Merci Dieudonné. Moi aussi, je vous adore. Quelqu'un m'a dit que... Bonsoir la Rose. Permettez-moi s'il vous plaît de rendre d'abord un hommage à un homme unique. J'ai nommé son Excellence Paul Biya. Et que tous les panélistes sachent qu'ils devraient soutenir cette chance que Dieu nous a donnée derrière notre chef de l'État pour qu'il termine les grandes opportunités engagées. Les jeunes ont espoir en leur chef de l'État. Que les vendeurs d'illusions nous laissent tranquilles. Le plus costaud sur le plateau devrait se réjouir de vivre dans un pays en paix et que c'est grâce au chef de l'État qu'il bavarde. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce message. La menace. Voilà. Nous l'avons déjà vu. Monsieur Njoya Moussa qui nous écrit. Voilà. Pourquoi sa réaction vous fait rire? Il est c'est au peuple camerounais de prendre son destin en main. Personnellement, je ne sais pas ce que nous attendons encore pour s'auto-saisir de notre destin. Monsieur Biya est un problème pour ce pays en ce moment. Il erre depuis Niga. Je ne suis pas sûr que M. Biya est un problème pour ce pays en ce moment. C'est nous-mêmes nos propres problèmes. Il est important qu'il entende ce que le peuple dise. Ouais, rassurez-vous, il entend. Qu'il sache ce que le peuple pense. Alors, on va dire un mot sur le carburant. Je disais tantôt, je lisais encore que le prix du transport restait inchangé jusqu'à présent, officiellement. Je n'ai pas dit officieusement. Donc, officiellement, le taxi est censé être 300 en journée, 350 la nuit. Les bus également. Rien n'a changé parce qu'on n'a pas voulu augmenter. Le seul problème, là, je démarre avec vous, monsieur Yaya, c'est que vous ne pouvez plus avoir le taxi comme vous l'aviez avant. Exactement. Quand on veut voyager, parce que moi j'ai la chance ou la malchance de me déplacer beaucoup, aller en fou, aller à gauche et à droite, beaucoup d'événements,
Et j'ai constaté que le coût du transport a aussi augmenté ce week-end. Ça veut dire que le transport a augmenté. J'étais encore au marché hier après-midi, de retour d'une manifestation, pour essayer de trouver ce que je peux avoir pour grignoter. Et j'ai constaté que même là-bas, les prix sont en train d'augmenter. Alors, je ne sais pas comment on va faire, parce qu'officiellement, on n'a rien bougé. On a seulement augmenté le carburant. Mais sur le terrain, tout est en train d'augmenter. Comment ils vont faire pour veiller à l'application de ces mesures d'accompagnement qui sont en train de prendre pour le peuple? C'est à ce niveau que notre problème se trouve aujourd'hui, puisque le prix du carburant il est augmenté. On ne va pas changer que le prix il est augmenté. Maintenant, on fait comment donc pour maintenir le confort du commun des Camerounais après cette augmentation sans qu'ils ne ressentent l'impact, puisqu'on ressent déjà l'impact? Est-ce que ce n'est pas tromperie sur la marchandise finalement? Ce n'est pas une roubladise à laquelle nous vivons? Nous sommes exposés finalement, le gage n'augmente rien, mais tout s'augmente seul? Non, moi je crois que l'objectif était d'augmenter le prix du carburant. Ouais. D'ailleurs, le président l'a dit le 31 décembre. Ce n'est même pas une surprise. On savait que ça allait augmenter. Ouais. Mais maintenant, on a augmenté, mais derrière, il n'y a pas de mesures d'accompagnement. Disons que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que dans le communiqué du secrétaire général des services du Premier ministre qui annonce officiellement cette augmentation, je crois le 2 ou le 3 février, on vous dit, pour les fonctionnaires, on va augmenter 5% sur leur salaire, salaire de base. Au Cameroun, on a combien de fonctionnaires? On n'en a que 400 000. 400 000 et poussière. On dit dans le secteur privé, malgré qu'on ait invité des syndicalistes dans une réunion avec les membres du gouvernement, d'ailleurs j'ai suivi ces syndicalistes, plusieurs même sont venus sur votre plateau, ils ont dit on les a juste invités, ils n'ont pas participé aux négociations et tout. C'était juste pour les informer que les prix vont augmenter. Donc ils n'ont pas eu le temps de discuter avec le gouvernement, de planifier, de voir ce qu'il faut faire. Donc pour le secteur privé, on vous dit que les négociations sont encore en cours pour voir comment on va revaloriser le SMIC et autres. Encore que le SMIC au Cameroun, vous savez que c'est fictif. Le SMIC n'est même pas d'abord respecté, déjà, dans la plupart des cas. Et il est même de combien? C'est le 2 minutes. Voilà. Ok. Il est même de combien le SMIC? Il n'est même pas encore, on n'a même pas. Donc les négociations sont en cours. De l'autre côté, pour les transporteurs, on dit que le prix du transport, et d'ailleurs j'ai vu beaucoup d'autorités administratives, les sous-préfets et même le ministre du Commerce écrit aux entreprises, pour les entreprises de transport, que faites attention, vous n'augmentez pas les prix. Officiellement, oui, vous n'augmentez pas, mais officieusement c'est augmenté. Donc, vous voyez que les mesures d'accompagnement, j'ai cité quelques cas là, les fonctionnaires, qu'on dit qu'on va augmenter 5%. Maintenant, la société, le privé, le secteur privé, on vous dit, on est en train de négocier pour voir comment on va améliorer. Rien n'est fait. Les transporteurs, rien n'est fait. Donc, vous voyez qu'on a augmenté les prix sans les mesures d'accompagnement. Parce que pour les fonctionnaires, il n'y en a que quoi? Il n'y en a que 400 000. Non, le privé, ils n'ont pas eu. C'est 200 000 et poussière. Maintenant, que fait-on donc pour la grande masse? Parce que ceux qui sont actifs au Cameroun, les populations actives, 85% sont dans l'informel. Pour eux, alors, on fait comment pour augmenter le pouvoir d'achat? Voilà la question. C'est pour vous dire que les prix vont augmenter. Les prix vont augmenter sur le marché. Je ne sais pas comment les contrôleurs des prix, en tout cas ceux qui sont compétents pour contrôler ces prix vont faire. Mais ça a augmenté. Le taxi aujourd'hui, où vous partez à 300, vous ne donnez pas 500, vous ne partez pas. On va faire comment? C'est le Camerounais qui va souffrir tout simplement. Vous allez être résilient. Maï, on a besoin de mesures d'accompagnement qui officiellement sont censées être, je ne sais pas du statu quo en termes de prix, mais officieusement tout est en train de grimper. Et les véreux s'y prêtent bien, puisque on augmente 110 francs. Il y en a qui ont déjà augmenté 200, 500, 1000 francs sur le coût du transport. Comme quoi, même les Camerounais ne s'aiment pas entre eux. Hein. Ça donne tous dans les problèmes. Mais il y en a quand même qui décident d'appuyer encore les autres à un degré qui est incroyable. On augmente 110 francs. Mon frère, même 25, 50, avec le nombre de transports, ça va aller. Je quitte ici pour venir ici. Maintenant, je paye des sommes. Moi, j'ai déjà dit, maintenant, mettre les tennis tous les jours, je vais marcher.
On va diminuer la trajectoire, ça va me faire le sport. Sinon, on ne peut plus s'en sortir, ça devient compliqué. Vous avez vu ce que j'ai mis dehors là, devant votre cours, c'est un vélo, hein. Donc j'ai choisi de me mettre à vélo. Ça me fait faire du sport, ça me fait Ça ne consomme pas du économiser beaucoup de choses. Ça ne consomme Quand pas tu as du réussi à acheter ça, Vous savez, non, vous savez, ce soir, on peut. Vous savez, le Cameroun est en train de traverser des moments très très douloureux. Cette situation de carburant, lorsque on essaie de se projeter et de nous mettre au même. De nous mettre au niveau de la comparaison avec des pays comme l'Angola, qui, après l'indépendance, qui est bien venue des années après la nôtre, se sont retrouvés dans 20 années de guerre. Hein, le président Agostinho Neto, il est parti, il a laissé aux autres personnes et tout. Et comme vous savez qu'à Luanda, aujourd'hui, vous avez un litre de carburant qui vous coûte 0,332 €, c'est-à-dire que 150, 200 francs. C'est de francs CFA. Vous allez me dire que l'Angola est un pays producteur de pétrole. Oui. Ce n'est pas une insulte d'être un pays producteur de pétrole. Mais le Cameroun produit aussi le pétrole, non? Mais le problème, c'est que les institutions de Bretton Woods tiennent le Cameroun en laisse. Et je ne sais pas comment est-ce que le président s'en sort avec ces gens pour ne pas leur dire non. Parce que même le secteur privé dont on parle que les négociations sont en cours, je parle sous le contrôle des syndicalistes qui est en face de moi, je dis que le secteur privé, de quel secteur privé on parle? Avec des boutiques, des grosses boutiques comme celles de Santa Lucia ou de Dove, tout cela, je les insulte pas, où les salaires ne sont pas respectés en fonction de la compétence des personnels, où les gens sont payés 30 000 francs moins du SMIC. On va revaloriser quoi? Les enfants vont faire comment? Moi, je pense que ce que je peux donner comme conseil aux enfants, c'est de leur demander de se lancer, de savoir oser, de se lancer à se mettre à leur propre compte. Hein. Et puis, autre chose, je vais sortir par là. Je suis sorti par là pour dire que il y a les moyens que l'État peut utiliser pour pouvoir permettre aux Camerounais de booster leurs revenus. Par exemple, Yaya, c'est le titre foncier gratuit au Cameroun donnerait plus d'argent à tous les Camerounais que personne ne peut imaginer. D'accord. Révérend, qu'est-ce qu'on fait? Rosalie, l'aîné Maï vient de parler de quelque chose qui m'a fait penser à l'atteinte du point d'achèvement. Lorsqu'on disait pays pauvre, très endetté, nous avons fêté l'atteinte du point d'achèvement qui nous a valu une très forte réduction de notre endettement, et c'était de l'argent frais pour pouvoir se relancer. Et il y a lieu de se demander aujourd'hui quelle est l'utilisation qui a été faite de cet argent que nous avons ainsi glané pour pouvoir se relancer. Il fallait refaire notre économie, il fallait pouvoir repartir pour ne plus nous retrouver dans l'endettement. Nous avons plutôt l'impression que nous sommes repartis de plein pied dans l'endettement, et nos administrateurs, nos gouvernants ne cessent de nous dire non, le taux d'endettement du Cameroun est encore soutenable, le taux d'endettement du Cameroun est encore bon, on est de 000 milliards. On ne fait que s'endetter. C'est-à-dire que là, on a repris la même roue et on l'a retourné sur la même surface, et on prend les mêmes et on recommence comme on dit. Et nous faisons quoi? On dit lorsqu'on n'avance pas, on recule. Aujourd'hui, nous avons une situation où nous n'avons cessé de voir les salaires baisser. Quand on regarde la vie des fonctionnaires, combien de fois est-ce que les salaires des fonctionnaires ont été diminués? Et à quelle proportion? Quand on essaie même de les relever, est-ce qu'on a déjà atteint le niveau de salaire que les fonctionnaires avaient lorsque ça a été diminué, je crois, au moins des 2 tiers?
Lorsque ça a été diminué, je crois, est-ce qu'on a déjà atteint ce niveau-là? On n'a pas atteint. Nous avons une stagnation des pensions vieillesse. C'est pour ça que, pour ne pas citer tout cela, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, tu nous parles de 2 minutes, au niveau du syndicat, nous avons rejeté cette augmentation du prix du carburant. D'ailleurs, Yaya venait de le dire tout à l'heure, en disant que nous ne cessons de le clamer. Le gouvernement dit qu'il nous a consultés, nous ne cessons de dire que nous n'avons en aucun cas été consultés. Nous avons été conviés à une séance de travail où l'objectif était de nous dire ce qui avait été décidé. Donc on est venu nous informer que voilà, nous avons décidé de faire ceci. Et après avoir décidé, on se rend compte que tiens, il y a quelque chose qui manque. Ok, pour calmer un peu le jeu, on va leur dire que nous allons ouvrir le débat pour faire des mesures d'accompagnement et autres. Nous attendons justement ces mesures d'accompagnement, mais ce que nous disons, c'est que on ne peut pas ainsi continuer d'étouffer, continuer d'écraser la population dont le pouvoir d'achat ne cesse de diminuer et dire que les mesures d'accompagnement viendront après. Elles devraient être concomitantes. C'est pour ça que nous réclamons un nouveau SMIC, nous réclamons une augmentation de salaire, nous réclamons de réévaluer même la pension des retraités, parce que ceux qui sont retraités, qui ont une pension vieillesse, ce sont des gens qui ont travaillé, qui ont contribué à l'économie de ce pays, à l'essor. Et la pension qui leur est reversée, c'est ce que nous qui travaillons aujourd'hui contribuons comme eux ils ont contribué hier. Ils vont au même marché que nous, donc ils font face aux mêmes difficultés, au même prix. Pourtant, quand on parle de réévaluation, on ne parle pas de la pension vieillesse, il y a beaucoup de choses. Il faut revoir ça. Nous avons une panoplie de sujets que nous avons mis sur la table. Nous avons adressé une correspondance au Premier ministre via le ministre du Travail pour leur présenter notre mécontentement par rapport à cette situation, leur demander de s'asseoir à cela et leur dire que voilà, en termes de négociation, voilà, il y a les sujets que nous mettons sur la table pour la négociation. Bon, c'est là qu'on parlera encore de ce sujet. On ajoute quelque chose? Bon, je pense que les autres panélistes ont tout dit. Hein. Je crois que nous tous, on est Camerounais, on a tous ce problème, tout le monde a ce problème-là, mais on souhaiterait quand même qu'entre nous, Camerounais, qu'on soit quand même soudés. C'est-à-dire qu'au niveau des marchés, que les gens ne prennent pas les devants, c'est-à-dire en augmentant très rapidement les choses. Et puis maintenant, au niveau des transporteurs, tel que vous avez dit, que les transporteurs essayent quand même de maintenir d'abord en attendant les mesures d'accompagnement telles que nous avons souhaité. C'est le en attendant là qui est compliqué pour tout le monde. Merci à vous quatre d'avoir été là pour ce démarrage. Je vous laisse en compagnie de Jude Kendi pour le journal en langue de Shakespeare ce soir. Nous on se donne rendez-vous demain 17h pour une autre série d'échanges. Bon, sur le programme sur nos antennes. Respect, je donne 20. Merci à Célestin Toubou.